Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à toutes et à tous. Normalement, comme tu l'as dit, Olivier, nous aurions dû être à la Maison de l'Europe, mais il nous a semblé effectivement plus simple aujourd'hui, sachant la mobilisation de ce matin à Nantes, d'organiser finalement cette session en webinaire, sachant que les créneaux et les agendas étaient bloqués. Donc, on a depuis le Covid, heureusement ou malheureusement, en tous les cas, cette agilité. Et merci aux équipes et aux intervenants qui ont été réactifs sur ce sujet. Donc, je suis Karine Daniel, présidente de la Maison de l'Europe à Nantes et en Loire-Atlantique. Et on a effectivement lancé une série de réunions à destination des territoires de Loire-Atlantique, et qui est un peu ouvert au-delà aujourd'hui puisqu'on est en format webinaire, pour communiquer et que les acteurs des différents territoires se mobilisent pour mieux appréhender les possibilités qu'offre l'Europe et l'Union On européenne, notamment n'entend en... pas. Oui, alors je vais demander à Cédric de bien vouloir couper le son s'il c'est possible. Et puis peut-être aussi à André d'en faire de même. Et je rends la parole à Karine. Vous m'entendez sinon? C'est bon? Oui, 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 Ah bon. oui. Et, euh, et donc, je tiens à souligner que cette série de webinaires, on a fait une première réunion qui a été très fructueuse sur le Fonds social européen, est co-organisée par la Maison de l'Europe à Nantes en Loire-Atlantique, par l'AMF 44 et l'AMR 44. Et je les remercie vivement de ce partenariat parce que pour nous, c'est aussi important, au-delà de l'agglomération nantaise, où on a des périmètres de concertation qui sont assez anciens, c'est aussi important pour nous d'aller sur les territoires ruraux, sur les territoires périurbains et montrer et démontrer que les fonds européens sont accessibles à tous ces territoires et sur le principe de cohésion, ils sont notamment aussi prioritairement parfois, et nous on le souhaite en tous les cas que sur le principe de la cohésion, les territoires qui en ont besoin puissent les solliciter sous une forme ou sous une autre. Alors je vais laisser la main à Olivier, que je remercie d'avoir préparé cette table ronde, et je remercie par avance les intervenants et intervenantes qui ont accepté d'animer ce webinaire et cette séance. Je me réjouis qu'on puisse organiser cette séance avec le Conseil régional avec lequel on a l'habitude de travailler sur ces questions européennes, évidemment, mais aussi la Banque des territoires avec laquelle on a moins l'habitude de travailler. Et je me félicite de ce nouveau partenariat et de cet échange. Et merci à Habitat 44 de pouvoir nous montrer des exemples concrets de ce qu'il est possible de mobiliser. Donc, je nous souhaite une très belle séance et Olivier, je te laisse la main et je te remercie par avance du travail effectué. Bon, merci Karine. Juste quelques mots complémentaires d'information. Dire effectivement que l'idée de cet événement était née d'une suggestion qui avait été faite par la Banque des Territoires, par la Caisse des dépôts et consignations, lors notamment de la dernière rencontre de la Fédération des maisons de l'Europe. La prochaine aura lieu la semaine prochaine à Nantes. Et donc, au passage, c'est grâce au bon contact avec Philippe Mindon et Mathieu Pringuel qu'on avait commencé à monter cet événement en associant rapidement, naturellement, le conseil régional, d'où le format un petit peu hybride aujourd'hui. Nous aurions souhaité le faire en présentiel, mais nous n'aurons pas forcément le même niveau de représentation dans toutes les régions, dans tous les départements. Nous avons en principe une dominante ici de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique. Mais cet événement est enregistré, sauf désaccord frontal de l'un ou de l'autre, ce qui permettra aussi au conseil régional de l'utiliser comme un élément d'information diffusable, et pareil du côté de la Banque des Territoires. Et je vais remercier, sans faire de longs remerciements, l'ensemble des équipes donc déjà du Conseil régional, et notamment la direction de Pierre Abline et l'ensemble de ses collègues, remercier l'ensemble de l'équipe de la Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts et consignations, remercier aussi l'Association des maires de France et l'Association des maires ruraux, notamment en Loire-Atlantique, mais aussi avec une démultiplication dans les départements voisins, et les collègues des Europes directes des autres départements qui pourront relayer notre événement. Voilà, alors effectivement, on va essayer de travailler en deux temps. Le premier temps va être vraiment du côté du Conseil régional, et le Conseil régional dans ses différentes dimensions. La première qui aura la parole est
la directrice du bureau de représentation des Pays de la Loire à Bruxelles, Agnès Trarieux, de façon à nous expliquer que nous allons parler surtout de financement et de programme, mais tout de même, il y a un cadre stratégique et politique, et donc on est content de démarrer ce webinaire à Bruxelles pour avoir tout de même une couleur vraiment européenne. Après, Agnès Trarieux va se limiter à 10 minutes et cédera la parole à Pierre Abline et à son équipe pour nous dérouler ce qui se fait, ce qui peut se faire dans la période de programmation qui est ouverte de 2021 à 2027 sur la déclinaison territoriale du Pacte vert européen et comprendre un petit peu de quoi on parle dans la complexité des fonds européens structurels et d'investissement, qu'est-ce qui est accessible et qu'est-ce qui est accessible à l'ensemble des acteurs. Donc je salue ici, même si nous avons perdu quelques personnes du fait du passage du webinaire, le fait qu'on a une assez bonne représentation à la fois de fonctionnaires et d'élus locaux et parfois de communes, de grandes communes, mais aussi de communes rurales. Voilà, et puis on va vous laisser la parole après sur un petit temps de débat sur ce premier axe, après quoi je donnerai la parole à la représentante de la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, et donc à Claire-Anne David Lecourt, complétée par une présentation d'Habitat 44. Je ne dois pas oublier que du côté du Conseil régional, on a reçu un exemple qui nous sera donné par Virginie Leroy au titre d'Atlantique Habitation. Donc, nous aurons ici à la fois, je dirais, la théorie et la pratique, l'autorité de gestion qui explique ses responsabilités, mais également des exemples de projets déjà réalisés de façon à vous encourager à passer à l'acte. Et puis, avec ce deuxième temps, donc à la fois explication de ce que peut faire la Banque des Territoires et un exemple concret à travers Atlantique Habitation, quelques échanges avec la salle virtuelle, et puis nous essaierons de terminer vers 15h30, 15h45, avec simplement quelques petits mots de conclusion de la part de l'animateur. Et si nous en sommes d'accord, et si tout le monde est d'accord pour être enregistré, nous allons embarquer tout de suite, et je laisse la parole à Agnès Trarieux pour nous expliquer à partir de Bruxelles de quoi on parle et de quoi il s'agit lorsqu'on parle de pacte vert. Merci Agnès. Vous m'entendez et vous me voyez? Oui, on t'entend et on te voit. Enfin, on voit la présentation. On te voit la première dia, en effet. D'accord. Donc, je me présente rapidement. Je suis Agnès Trarieux, directrice du bureau de représentation de la région à Bruxelles, qui est effectivement l'interface du territoire avec les institutions européennes basées à Bruxelles. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, notre association regroupe différents acteurs de la région des Pays de la Loire, dont notamment les 3 chambres consulaires, mais aussi des villes, évidemment le Conseil régional, le Césaire et les 5 départements de la région. On m'a demandé de faire une présentation rapide sur le contexte européen. Je suis désolée, on a fait un test tout de suite, mais est-ce que vous voyez? Oui, c'est bien. C'est bon? Voilà. Oui. Je présente le Green Deal. Donc, vous faire un contexte général sur le Green Deal et insister sur le fait que ce Green Deal, le pacte vert européen qui est en place et qui est mis en place depuis le début de la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen en 2019, n'est pas seulement une ambition, une priorité politique parmi d'autres, mais c'est une vraie stratégie économique de l'Union européenne qui doit être associée à la transition du numérique. Vous le savez, l'objectif de ce pacte vert, c'est vraiment d'atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 et pour l'Europe d'être le premier continent à y accéder et respecter les accords pris dans le cadre de l'accord de Paris. Et c'est aussi, ce pacte vert, c'est vraiment la stratégie pour atteindre les objectifs à l'horizon 2050. Donc, c'est une stratégie qui est très politique, qui est menée par la présidente, qui est menée aussi par son vice-président, qui est très influent, Frans Timmermans, et qui a été validée au Conseil européen également, très rapidement en 2019.
et qui est aussi vue comme une croissance, comme une stratégie de croissance économique. Donc, ce n'est pas simplement une stratégie de croissance environnementale ou sociale, c'est aussi une stratégie de croissance économique et tout va découler, toutes les politiques européennes vont décliner ce pacte vert. Ce pacte vert va se décliner dans toutes les politiques européennes. C'est une approche très globale, très transversale, qui va toucher tous les domaines d'action pertinents pour atteindre l'objectif climatique. Donc, ce qui est important aussi à noter, c'est que rien n'a ébranlé la mise en place et la mise en œuvre de ce pacte vert européen. Ni le Brexit, qui aurait pu perturber un petit peu les orientations politiques de la Commission, ni la crise liée au Covid, qui, au contraire, a renforcé l'idée d'un changement de paradigme, et ni la guerre en Ukraine, qui, là aussi, pour la Commission, a été un élément, un argument qui a renforcé la nécessité d'autonomie énergétique et d'autonomie alimentaire, notamment européenne. Donc, la Commission européenne a continué à dérouler le tapis, j'allais dire, de cette stratégie de croissance européenne depuis 2019. Et comment ça se traduit? Ça se traduit avec une approche, comme je disais, très globale et transversale, et avec la révision de tous les textes européens, de toutes les politiques européennes, avec cet angle-là du Green Deal. Et donc, les trains de mesures comprennent des initiatives couvrant le climat, l'environnement, l'énergie, les transports, l'industrie, l'agriculture, la finance. Voilà, ça touche à tous les domaines d'action de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est souvent une stratégie qui a été perçue par les partenaires commerciaux de l'Europe comme étant une volonté de faire du protectionnisme. Et ils accusent souvent l'Union européenne de faire une campagne de développement durable pour faire un prétexte à ériger des barrières commerciales avec le reste du monde. Donc, comment tous ces objectifs se sont-ils traduits? Alors, vous le voyez ici sur la diapo du pacte vert, ça se traduit dans toutes les politiques, l'énergie, l'industrie, la construction, la rénovation, tout ce qui est environnement lié à l'agriculture aussi, de la ferme à la table, accélérer la transition vers une mobilité durable et intelligente. Voilà, ça touche à tout. Et tous ces objectifs sont traduits dans la réglementation et les objectifs européens. Je vous ai mis un exemple ici. C'est pas pour faire peur, mais pour montrer qu'en partant d'un sujet qui est l'agriculture et l'environnement, en déclinant tous les textes qui sont révisés, qui sont revus, les règlements qui sont mis en place, et ben on arrive à tout un ensemble de stratégies, d'initiatives, de directives, de règlements qui sont actuellement en discussion ou qui ont déjà été discutés et qui ont des conséquences importantes pour les territoires. Alors vous allez me dire quelles sont les aides aussi qui vont être données par l'Union européenne pour mettre tout ça en place. Alors, il y a tout cet ensemble législatif, il y a toutes ces stratégies, et là, je vous ai passé rapidement le paquet climat, parce que vous avez dû en entendre parler, qui est l'ajustement à l'objectif 55, qui vise à réviser la législation au climat, à l'énergie, au transport, notamment pour atteindre les objectifs climatiques de l'Union européenne et notamment diminuer de 55% les gaz d'émissions à effet de serre d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Et cet objectif-là, vous voyez, qui a été mis en forme, on va dire, dans une stratégie, dans ce paquet climat, il a été aussi voté dans une loi européenne sur le climat. Il a été légalement et contraignant par le vote de la loi européenne sur le climat en juin 2021. Donc, l'Union européenne s'oblige à obtenir ces résultats.
Elle s'oblige avec différentes stratégies, la stratégie de la biodiversité, par exemple, la stratégie de la ferme à la table, par exemple, la stratégie Repower EU, qui répondait à la crise énergétique et à la crise en Ukraine plus récemment, donc, et qui vise à diversifier les énergies fossiles, mettre en place des mesures d'efficacité énergétique, déployer des énergies renouvelables, par exemple. Le paquet nature, qui est lui aussi assez récent, proposé en juin 2022, qui actuellement influe sur les discussions sur le règlement sur l'utilisation durable des pesticides, par exemple, ou sur le règlement sur la restauration de la nature. Et encore plus récemment, on a eu un plan industriel proposé dans le cadre du Pacte vert, un plan industriel qui a pour objectif d'être leader de l'innovation industrielle pour les technologies propres et qui vise à faire contrepoids notamment à l'Inflation Reduction Act américain, qui est une loi adoptée en août 2022 par le Congrès américain et qui vise à stimuler le marché américain des technologies vertes pour renforcer la réindustrialisation du pays. Donc, vis-à-vis de ça, vis-à-vis du contexte général européen, il y a bien sûr des difficultés pour mettre en place tous ces règlements. Et ce qui est mis en évidence aussi, parfois, c'est le manque d'accompagnement technique et financier de ces législations. Parce que on le voit, la loi américaine, elle a des sous derrière. On a 360 milliards de dollars d'aides qui vont être répartis, notamment sur les secteurs de l'automobile et des énergies renouvelables. Pour l'Union européenne, il y a des financements, il y a un certain nombre de financements, mais ce sont les financements qui sont déjà sur la table et qui sont déjà prévus dans le cadre du budget européen, c'est-à-dire toutes les politiques qui sont déjà mises en place. Quand on parle des pesticides, par exemple, on veut s'appuyer sur la PAC, on veut s'appuyer sur le financement dans le cadre des fonds de développement rural, on veut s'appuyer sur les programmes de l'environnement tels que LIFE, par exemple. Voilà, tout se repose sur les programmes qui existent déjà, qui sont non négligeables, mais qui nécessitent, là, dans un contexte budgétaire compliqué et dans un contexte de crise, de réadapter un petit peu les enveloppes et de replacer les enveloppes à des endroits un petit peu différents que ceux sur lesquels ils étaient prévus au départ. Donc, le plan dont je viens de parler, le plan industriel du Pacte vert, par exemple, il va vraiment consister à une réorientation de budget et en une offensive de simplification réglementaire, par exemple sur le contrôle sur les aides d'État, simplifier les installations d'industrie propre ou effectivement réorienter les financements européens vers ce plan. Mais il n'y a pas de nouvelles enveloppes qui leur sont destinées. Je vais laisser mes collègues d'ailleurs des fonds structurels de la région en parler aussi, mais ce qui est important à indiquer, c'est que ce pacte vert, bien qu'il soit vraiment le cadre dans lequel on opère, il n'est apparu finalement qu'à un moment très tardif dans la renégociation des programmes de financement européens et notamment sur les politiques européennes, la politique de cohésion, politique agricole par exemple. Donc la Commission n'était pas celle qui a lancé les négociations sur les différentes politiques européennes qui se sont mises en place et sur les différents programmes finalement qui ont été négociés à la fin. Donc ça a été toute cette volonté d'intégrer les objectifs du Pacte vert dans les politiques, c'est un petit peu au chausse-pied, on va dire, pour pouvoir l'intégrer partout. Voilà, donc pour conclure, de mon côté, simplement vous dire qu'il y a effectivement un certain nombre de financements européens qui sont prévus. Vous avez entendu le programme de la recherche et innovation Horizon Europe, par exemple, le programme sur le marché unique pour les entreprises, par exemple, le programme LIFE, par exemple, aussi pour tout ce qui est trait à l'environnement et à la biodiversité. Tout ce qui est tous ces programmes sont aussi adaptés avec cette stratégie du Green Deal et offrent des opportunités certaines,
mais encore une fois, qui n'ont pas forcément, sur lesquels, avec un budget qui reste le budget de l'Union européenne et qui reste un budget relativement restreint. Je laisse la parole à mes collègues de la région. Bon, merci Agnès pour ce panorama global là, du Pacte vert européen, la dimension législative et puis aussi les limites des fonds. Et puis je vais laisser la parole à Pierre Abeline, directeur des politiques européennes, ainsi qu'à Sophie Bréhin. Delphine Goujon a aussi travaillé sur la préparation de cet événement avec nous pour dérouler, je dirais, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour accompagner nos territoires à la transition écologique. Et après, je me tais, après vous avoir indiqué aussi au niveau des participants que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous préparer au débat et également poser des questions dans le chat. On essaiera de faire au mieux avec le chat. Eh bien, Pierre, remerciements à toute l'équipe et puis je te passe le relais. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je commence par juste excuser Laurent Dejoie, qui est donc le vice-président en charge des questions européennes, entre autres, à la région, qui ne pouvait pas intervenir aujourd'hui dans la mesure où, du coup, on est en session du Conseil régional. Voilà. Une fois ces excuses faites, je vais essayer de continuer un petit peu l'effet de Zoom initié par Agnès depuis Bruxelles vers, encore une fois, vers des choses de plus en plus précises, en vous présentant certains outils financiers qui sont à votre disposition au niveau des fonds européens pour accompagner vos territoires vers la transition écologique. Je commencerai par des choses un petit peu globales et puis je laisserai la parole à mes deux collègues, Aloïse Daumont pour le FEDER, le Fonds européen pour le développement régional, et puis Sophie Bréhin, mon adjointe, qui vous parlera du Fonds pour une transition juste. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'idée, c'est que vous puissiez avoir quand même quelques repères en sortant de cette réunion. Alors, pardon par avance, hein, si en face de moi j'ai des gens pour qui tout ça est très connu, ça sera pour le coup, ça sera peut-être une répétition, mais je pense que c'est toujours important malgré tout de revenir à quelques fondamentaux. Ce qui est, voilà, on a parlé du contexte et des enjeux européens. Là, on va faire un petit effet de zoom sur, je dirais, les différentes familles de fonds européens que voilà, les collectivités peuvent essayer d'aller chercher en région Pays de la Loire notamment. Donc voilà, vous voyez, la diapositive, elle se constitue en trois parties. Il y a trois grandes familles de fonds européens. La première, c'est celle sur laquelle on va faire l'effet de zoom juste après. C'est celle des fonds structurels européens. En gros, hein, pour résumer, c'est les fonds européens où la région est gestionnaire. Alors, en région, c'est pas la seule, on n'est pas les seuls à gérer des fonds européens. Il y a aussi un peu l'État pour une partie, notamment pour le Fonds social européen, enfin, et puis le Fonds agricole de développement rural. Mais voilà, là, on vous a mis les éléments chiffrés pour l'enveloppe gérée directement par la région pour la future programmation. Donc, quand on met bout à bout, il y a le FEDER, hein, le Fonds européen de développement régional, Aloïs le présentera, à peu près 300 millions d'euros. Là, pour le coup, la région est la seule autorité de gestion. Fonds social européen, à peu près 64 millions d'euros pour la région. Là, pour le coup, il y a une ligne de partage avec l'État. Donc, il existe une enveloppe nationale qui est ensuite mobilisée dans les régions sur d'autres compétences que celles qui sont gérées par la région. Il y a le petit nouveau, le Fonds pour une transition juste. Sophie vous fera un focus tout à l'heure là-dessus, à peu près une cinquantaine de millions d'euros. Et puis, donc, je vous le disais, le Fonds européen agricole de développement rural, avec là aussi, un peu comme pour le FSE, une partition entre l'État et les régions pour mobiliser ce fonds. Et idem pour le Fonds pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Donc voilà, à retenir, à peu près 625 millions d'euros, des fonds essentiellement gérés par la région, et puis ici ou là, sur certains fonds, une ligne de partage avec l'État, et puis des échanges avec l'État qui sont assez réguliers. La deuxième famille, c'est la famille de la coopération territoriale européenne. Donc en fait, quand vous appartenez à telle ou telle région,
pays, vous êtes éligible à des programmes qu'on appelle Interreg, qui sont définis par rapport à une zone géographique spécifique. Donc chez nous, il y a 3 programmes qui sont accessibles. Bon, l'enjeu là aujourd'hui, ce n'était pas forcément de rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a cette possibilité-là qui existe. Là, la région, elle a un rôle un peu différent. On est impliqué dans la gouvernance de ces programmes. On a participé à la définition des objectifs des programmes. On peut être chef de file parfois de certains projets que la région peut porter, ou partenaire. Et on a aussi un enjeu de soutenir des porteurs de projets ligériens, aller chercher ces opportunités, à les aider à monter le meilleur projet possible pour qu'ils soient ensuite sélectionnés. Donc voilà, on est sur un rôle un petit peu, je dirais, différent de celui qui était avant, même si on a un rôle à jouer dans la gouvernance. Et puis la dernière famille de fonds européens, donc je redis, un fonds géré par la région, fonds de coopération territoriale européenne. Et puis la dernière brique, si j'ose dire, c'est celle qui a déjà aussi été un peu évoquée par Agnès, c'est tout ce qu'on appelle les fonds sectoriels, donc les fonds qui sont, eux, gérés directement par la Commission, avec des sommes qui paraissent très importantes, parce que là, ça chiffre en milliards d'euros, contrairement aux autres où c'était plutôt en millions d'euros. Mais sachant que c'est réparti sur l'ensemble de l'Union européenne, avec une sélectivité qui est quand même assez importante. Et là, on va retrouver un rôle de la région qui est vraiment sur la deuxième partie qu'on évoquait tout à l'heure sur les Interreg, c'est-à-dire que la région, elle peut être chef de file ou partenaire de ses propres projets. Il y a des exemples, il y a un programme, par exemple, LIFE, en région autour de la qualité de l'eau, où la région est vraiment, du coup, pilote de son propre projet. Ou alors, même chose, on va aller aider des porteurs de projets ligériens, que ce soit des privés, des acteurs publics, pour aller chercher ces opportunités, déjà identifier avec le bureau des opportunités, éventuellement constituer un réseau ou un consortium. Et puis après, on a à la fois en interne et puis par le biais d'un outil, on est capable d'accompagner les gens pour essayer d'avoir le meilleur dossier possible pour se donner le maximum de chances d'être sélectionné. Et on vous a mis un petit retour, une étude d'impact sur ce que ça avait donné entre 2017 et 2020, ce travail d'accompagnement. C'est 73 projets sur les 2 familles Interreg et fonds sectoriels pour 27 millions qui sont revenus en Pays de la Loire, en tout cas qu'on est allé capter sur ces sommes, sur ces enveloppes un petit peu spécifiques. Donc voilà pour déjà retenir ces 3 grandes familles. Déjà, c'est une bonne chose si on n'est pas du tout familier des fonds européens, déjà repartir avec cette cartographie et le rôle que peut jouer la région, gestionnaire, d'une part, impliqué dans la gouvernance, et puis dans les 2 autres cas, on est vraiment en soutien des porteurs de projets. Peut-être la diapo suivante, on va faire un effet de zoom sur les fonds structurels. Je ne veux pas rentrer beaucoup plus dans le détail, ça permet juste de donner un petit peu plus précisément à la fois les sommes en jeu et puis, je dirais, les domaines qui sont schématiquement éligibles à ces fonds. Et comme je vous disais, dans cette présentation, on va faire un petit zoom sur la partie FEDER, la partie fonds de transition juste et une petite partie du FEADER, puisqu'il y a les fonds qu'on appelle les fonds leaders, qui finalement sont aussi permettent notamment pour les collectivités de pouvoir financer des projets qui peuvent être en lien avec la transition écologique. On laissera de côté pour cette fois le Fonds social européen et le FEAMPA, même si ici ou là, il peut y avoir bien évidemment des articulations avec l'enjeu de transition, mais ce n'est pas forcément lié non plus avec les compétences directes des collectivités territoriales. Peut-être diapo suivante du coup. Peut-être aussi rappeler que sur les fonds structurels, voilà, on avait présenté un petit peu là, les différents fonds structurels ou les fonds sous gestion de la région. Ce qui est important, notamment vis-à-vis d'un public qui est normalement constitué plutôt soit d'élus, soit de techniciens des intercos ou des communes, si j'avais bien saisi la cible, indiquer qu'il y a une approche territorialisée d'un certain nombre de fonds. Ça veut dire qu'il y a des fonds à l'intérieur de ceux qui sont donnés en gestion à la région où on a une approche vis-à-vis de territoires spécifiques, soit par le biais d'enveloppes dédiées et confiées à des territoires, soit par le biais d'appels à projets dédiés à des territoires spécifiques. La région Pays de la Loire, malgré tout, sur ce sujet, elle se distingue par le fait que
on a eu une volonté, malgré des calendriers qui n'étaient pas les mêmes, malgré des règlements qui ne sont pas tout à fait les mêmes, malgré des politiques globales qui ne sont pas toujours complètement les mêmes, d'essayer d'articuler au mieux les deux fonds que sont le FEDER d'une part et le FEADER, donc le développement régional et le développement rural, pour essayer d'offrir à l'échelle de la région une solution d'approche territorialisée, un peu spécifique, quel que soit le territoire régional. Donc ça, le mariage, c'est entre, ou l'articulation, c'est bien évidemment entre le FEDER avec deux briques que vous pouvez voir dans cette figure. La première, qui est peut-être la plus connue malgré tout, c'est ce qu'on appelle les ITI, les investissements territoriaux intégrés. Pour 21-27, ça sera les 14 principales communautés d'agglomération ou métropoles qui vont se constituer, qui sont sélectionnées d'ores et déjà pour ce nouveau FEDER, avec à peu près 63 millions d'euros de positionner sur cette enveloppe, qui permettra à ces acteurs voilà, de pouvoir financer des projets en lien avec leur stratégie intégrée locale. Première brique. Deuxième brique, le FEDER s'est ouvert aux territoires ruraux sous forme de 10 millions d'euros d'appel à projet. C'est un peu une nouveauté malgré tout de ce FEDER, qui a une tendance d'ailleurs qu'on observe dans d'autres régions, d'avoir un centre de gravité du FEDER qui s'ouvre un petit peu à des territoires qui ne sont pas strictement urbains. Voilà, là, ça sera sous forme d'appel à projet, pas d'enveloppe confiée. Et puis enfin, la brique qui se met en place un petit peu de manière décalée, c'est celle sur le FEADER, le dispositif leader, qui fait pas mal parler de lui, y compris dans la presse, en tout cas pour le leader qui se clôture. Et là, l'idée, ça va être de sélectionner, on a reçu 23 candidatures au niveau régional et on devrait pouvoir les sélectionner à la session de juin prochain. Avec 29 millions d'euros. Donc, vous voyez, l'approche territorialisée, donc spécifique à certains territoires, c'est quand même le cumul des 62 plus 29 plus 10, on est à peu près à 73 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'on est quand même une région avec une approche territoriale qui est quand même assez forte par rapport à d'autres régions. On a ouvert l'objectif, alors je rentrais un petit peu dans le jargon, mais enfin, il y a un objectif politique qui s'appelle l'Europe plus proche du citoyen. On est une région qui a fait le choix de l'ouvrir sur le FEDER. Toutes les régions n'ont pas fait ce choix-là. Et la volonté de la région, je disais encore une fois, c'était d'avoir une approche territoriale forte, articulée et libre. C'est-à-dire que, grosso modo, la région a laissé vraiment le choix à ces territoires de répondre en fonction de leur stratégie locale. Et c'est plutôt concentré sur des exigences globalement en termes de moyens humains, notamment quand elle confie des sommes à certains territoires. Voilà, donc ce qu'il faut retenir malgré tout, c'est quand on est une collectivité appartenant à un de ces territoires, un des interlocuteurs quand même pour un porteur, pour pouvoir éventuellement faire avancer un projet, c'est de passer pour le leader par ce qu'on appelle les groupes d'action locaux, les GAL, et pour le FEDER par l'ITI, l'investissement territorial intégré. Bon, pour le FEDER territoire euro, ça sera des appels à projets, donc la sélection se fera au niveau au niveau du conseil régional, mais pour les deux autres, la sélection se fait bien par la structure à qui a été confiée une enveloppe. Et donc, la région n'est pas le seul interlocuteur, malgré tout, à avoir sur les fonds européens. Cette cartographie, elle sera mise à jour. Voilà, il en existe une actuellement sur le site du Conseil régional. Elle sera mise à jour à l'issue de la sélection finale là, sur Leader. Mais voilà, en fonction de son territoire, c'est important de l'avoir quand même en tête, cette lecture par l'approche territoriale. Peut-être la diapositive suivante. Voilà, pour se dire rapidement où est-ce qu'on en est. Alors, avoir en tête que sur les fonds européens, c'est toujours la petite particularité, c'est qu'on est toujours dans une période de chevauchement. Donc, les équipes que je remercie pour la préparation aussi de cette réunion, mais pour tout le travail qui est fait au quotidien, on est pris entre la clôture des programmes qui normalement se terminent. Alors, on parle de la génération 14-20, mais bon, on peut payer ces fonds selon les fonds jusqu'en 23, 24, voire 25, ça dépend des cas. Donc voilà, on a quand même un gros travail de paiement. Ça, c'est un problème, enfin, c'est quasiment européen, en tout cas national, c'est certain. Et on est très engagé là-dessus.
Et puis l'enjeu, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de lancer ces nouveaux programmes. Donc je pense que globalement, on est quand même au rendez-vous enfin, voilà, des jalons qu'on s'était fixés, hein, puisque sur le FEDER, FSE, FTJ, on a eu un programme qui a été adopté. Alors c'est très très loin, hein, mais c'est la commission qui décide. Hein, mais on a été à un programme qui a été adopté plutôt fin 2022 hein, pour normalement une éligibilité qui commence en 2021 et un programme qui est vraiment opérationnel depuis cette période-là à peu près. Hein, donc depuis la fin de l'année dernière, on a eu les premiers dossiers et on a commencé à les instruire, même à les programmer pour les plus urgents. Je cite aussi sur le FEAMPA où on était au rendez-vous aussi de ce qu'on s'était fixé à peu près un petit peu en avance hein, en octobre 2022. Donc on a pu avoir les premiers dossiers qui ont été déposés. Et puis la prochaine étape pour nous, c'est d'ouvrir le premier dispositif sur le nouveau FEADER. Ça sera le cas à partir du 15 avril avec la première mesure qui sera les mesures agro-environnementales forfaitaires, qui est une petite spécificité qu'on va conserver en gestion région. Peut-être dernier élément, se dire qu'on est aussi au rendez-vous jusque-là du portail des aides, puisque un des choix de la région sur ces sujets-là, c'est intéressant pour les porteurs de savoir, c'est que maintenant on a un seul outil, ça va être le portail des aides, qui permet déjà de déposer son dossier, quel que soit, je dirais, le fonds, crédits régionaux ou fonds européens, et c'est vrai ce sera vrai à partir du moment où on ouvrira pour le FEADER, pour l'ensemble des fonds en gestion. Donc vous avez une clé d'entrée unique et un logiciel unique pour l'ensemble de vos demandes. Donc nous, ça fait partie aussi des objectifs, on pourrait revenir dans le débat, j'imagine, sur la simplification. En tout cas, voilà, on a un outil qui est à la main de la région et qui permet de centraliser ces demandes. Voilà pour moi mes propos introductifs. Et donc, on va continuer peut-être cet effet de Zoom. Je vais passer la parole à Aloïs qui va vous parler du coup du programme régional pour le FEDER. Merci Pierre. Bonjour à tous. Aloïs Demont, responsable du service FEDER à la direction des politiques européennes du Conseil régional. Donc, je vais vous présenter maintenant un petit peu plus précisément donc, parmi les fonds sectoriels la situation du FEDER, le Fonds européen de développement régional. Donc, au niveau de ce fonds, donc, on est sur une enveloppe globale donc, de 301 millions d'euros avec donc, une concentration thématique qui en fait a conduit la région à cibler le FEDER sur plusieurs objectifs politiques. Une Europe plus intelligente, sur lequel on reviendra un petit peu moins, parce que ce n'est pas forcément sur celui où il y aura le plus d'opportunités sur la transition pour les collectivités. Mais par contre, on a deux autres objectifs, qui sont l'objectif 2 et l'objectif 5, sur lesquels donc, les opportunités sont plus nombreuses. Le premier, donc, c'est l'objectif une Europe plus verte, donc l'objectif politique 2, qui en fait va se décliner donc dans une série de sous-objectifs, ce qu'on appelle les objectifs spécifiques, et qui vont tous être plus ou moins liés donc aux enjeux de transition. On aura donc un premier volet sur la transition énergétique, sur lequel on a une partie de l'enveloppe importante qui est mobilisée. Deux objectifs assez complémentaires sur les énergies renouvelables, donc production d'énergie renouvelable et réseaux intelligents. Des objectifs ensuite sur la prévention des risques littoraux, donc notamment des travaux sur les digues. Des objectifs ensuite au niveau de l'eau, ce qui est une nouveauté qu'on n'avait pas sur le programme précédent. Un objectif sur l'économie circulaire, là aussi nouveau, on n'avait rien de spécifique concernant cet enjeu sur le programme 2014-2020. Et ensuite, donc, deux derniers objectifs, un dédié à la biodiversité, où là on est plutôt sur une continuité par rapport à l'action qui a été faite sur le programme précédent. Et enfin, donc, un objectif dédié à la mobilité urbaine durable. Donc, ce qu'il faut comprendre sur ces objectifs de l'Europe plus verte, c'est qu'en fait, on va avoir une partie de ces crédits, donc pour un total donc, de quasiment 120 millions d'euros, qui vont être mis en œuvre via les investissements territoriaux intégrés, c'est-à-dire les enveloppes dédiées des 14 territoires, agglomérations, communautés urbaines et métropoles, qui prélèveront donc 32,73 millions d'euros sur cette enveloppe. Donc il y aura après le reste de l'enveloppe qui sera dédié à d'autres types de projets, pour d'autres porteurs publics, des porteurs privés également dans certaines mesures. Donc il y aura vraiment une complémentarité entre les ITI et le reste des porteurs de projets. Voilà donc sur l'objectif 2. Et ensuite, donc, sur l'objectif 5, qui est l'objectif d'une Europe plus proche des citoyens, on va se retrouver vraiment dans ce cas de figure-là
vers des projets plus ouverts avec une possibilité assez grande donc, de diversifier les interventions. On aura donc deux sous-objectifs. Le premier, qui est l'autre dispositif ITI, donc l'autre face de ce dispositif-là, avec 30 millions d'euros, qui seront là aussi donc, utilisés pour les grandes agglomérations. Autre enveloppe, donc celle de l'OS 5.2, donc développement local rural, qui là sera donc dédiée avec 10 millions d'euros pour un appel à projet dédié aux territoires ruraux, sur lequel on pourra venir soutenir notamment des projets de revitalisation et des projets donc, de mobilité dans les territoires ruraux. Donc ça, effectivement, toutes les collectivités qui ne sont pas membres d'un ITI, c'est-à-dire communes et agglomérations au sein de l'ITI, donc celles-là sont exclues parce qu'elles sont intégrées dans le reste de la démarche. Si vous n'êtes pas membre d'un ITI à ce moment-là, les communes et EPCI donc, sont bien la cible donc, de ce nouvel appel à projet, que vous soyez territoire leader par ailleurs ou non. Voilà donc en quelques mots sur cette première partie de la présentation. Je vais vous proposer du coup de zoomer maintenant un petit peu plus sur les différents objectifs du FEDER. Je vous signale simplement donc sur l'axe 1, donc une Europe plus intelligente, ce que je n'avais pas détaillé jusqu'à présent, la présence d'un dispositif qui peut intéresser les collectivités, c'est celui donc de territoire intelligent, qui va permettre en fait, on a aussi un dispositif nouveau, d'accompagner les usages du numérique. Donc, on a deux critères qui sont prévus. Le déploiement de nouveaux services ou de services considérablement améliorés. Et ensuite, un deuxième aspect sur les projets numériques améliorant l'accès aux services numériques des populations. On me dit qu'il y a un souci de son. Est-ce que c'est… Oui, attendez, oui, le son n'est pas parfait. On t'entend bien, hein, mais oui. Je signale qu'effectivement, l'un ou l'autre participant dit que le son n'est pas idéal. Bon, effectivement, là, on est dans une présentation qui mérite de l'attention parce que c'est des choses complexes. Et puis, on va voir dans le débat ce que vous savez déjà et ce que vous avez envie d'apprendre en plus, mais autant avoir un son de bonne qualité, de façon à bien se comprendre. Là, et en même temps qu'Aloïs est en train de chercher un meilleur micro, on est déjà dans des questions détaillées qui arrivent dans le chat de l'objectif 2.8 mobilité urbaine durable. La question qui est posée, est-ce qu'on peut déduire qu'il n'y aura pas d'enveloppe dédiée aux mobilités territoires ruraux, présent en revanche dans l'objectif 5.2? Peut-être tu peux intégrer cette question-là dans ton exposé. Oui, effectivement. Oui, j'espère que là, le son est meilleur. Hein. Du coup, je viens de tester avec le casque. On va dire que c'est un son différent. D'accord. Bon, on va voir. Bon, bah, là, je pense que techniquement, j'arrive au bout des possibilités. Donc, on va essayer de faire comme ça. Et puis, effectivement, s'il y a des questions dans le chat sur lesquelles il y a des difficultés de compréhension à l'audio, hein, je pourrais faire une réponse écrite. Donc, sur la question donc, de la mobilité urbaine durable, donc effectivement, sur l'objectif 2.8, on va s'adresser donc plutôt sur des projets de territoire urbain. Donc, là-dessus, effectivement, il n'y aura pas de possibilité de soutien à la mobilité rurale sur l'axe 2. En revanche, par contre, dans l'objectif 5.2, donc la mobilité via l'appel à projet, là, on pourra aller sur un dispositif de soutien à la mobilité rurale. Donc, il y a bien les deux dispositifs possibles avec une complémentarité, tout simplement parce que la Commission européenne ne souhaitait pas qu'on puisse financer de la mobilité rurale via l'objectif politique 2. Ce n'est pas une demande de la région, c'est vraiment une contrainte que la Commission nous a posée dès le début des négociations. Est-ce qu'il y a d'autres Ça, c'est la réponse à Séverine Chauvin-Voué. Ok, je vais continuer donc sur la présentation donc là, de ce dispositif, donc territoire intelligent. Donc là, c'était plutôt pour vous le mentionner pour info, même si effectivement, on n'est pas directement sur on est sur de la transition numérique, c'est une autre forme de transition. Mais voilà, ce n'était pas forcément le cœur de la présentation d'aujourd'hui. S'il y a des questions, je pourrais y revenir, mais je vais passer à la suite, donc détailler un petit peu plus les enveloppes de l'objectif politique 2, donc qui est un peu plus là pour le coup le cœur du sujet.
donc sur lequel en fait on va avoir les différentes enveloppes que j'ai présentées tout à l'heure. Là, vous avez la déclinaison des enveloppes au niveau de cet objectif politique. Petite précision, on n'a pas l'enveloppe sur la mobilité puisqu'elle est sur un axe spécifique. Ça, c'est là aussi une demande de la Commission, mais elle figure bien donc, dans le chiffre qu'on voyait tout à l'heure de 120 millions d'euros. Donc, on a 20 millions d'euros supplémentaires sur la mobilité. Donc, au niveau des mesures qui pourraient intéresser donc, des collectivités, on aura donc surtout sur cet objectif politique 2, donc les dispositifs dédiés à l'énergie, donc OS 2.2, production, et 2.3, système et réseaux intelligents, sur lequel aujourd'hui, on a encore des marges de manœuvre, puisque les projets ne sont pas encore tous identifiés. Donc ça, s'il y a des projets dans ce domaine-là, on sera évidemment intéressé pour en échanger avec vous. C'est des enveloppes relativement conséquentes. 15 millions d'euros et quasiment 8 millions d'euros quand on les additionne, donc ça fait quand même des capacités intéressantes. Et on a également donc les mesures dédiées notamment à la transition, à l'économie circulaire, qui là aussi pourrait être ouverte à tout type de porteurs, un public ou privé, donc y compris des porteurs de type collectivité territoriale. Donc là-dessus, on est aussi à votre disposition pour mettre en place cette nouvelle enveloppe qui n'existait pas sur le programme précédent. Pour les autres objectifs, voilà, juste avant de terminer là-dessus, en fait, sur notamment la rénovation énergétique, qui peut être un sujet important pour les collectivités, là, l'enveloppe, a priori, sera essentiellement concentrée donc, sur les différents types de porteurs qui sont évoqués ici. Donc, rénovation du parc locatif social, on va avoir un exemple de ce qui a pu être financé juste après sur 2014-2020, collège et lycée, établissements d'enseignement supérieur et de recherche et patrimoine public communal et intercommunal. Donc cette mesure-là, elle va principalement concerner les ITI au regard des besoins qui ont été remontés de leur côté. Pour d'autres types de collectivités, le financement sera possible, mais plutôt via l'appel à projets territoires ruraux, sur lequel vous pouvez tout à fait proposer des travaux de rénovation énergétique, voire de rénovation plus globale, dans la mesure où on est moins contraint que sur cet objectif 2 en termes de thématiques éligibles. Voilà, donc de mon côté, je vais céder la parole donc, à une intervenante qui est Madame Virginie Leroy, qui va pouvoir illustrer justement un peu l'impact du FEDER sur le programme actuel, donc dans la thématique de la rénovation des logements sociaux. Bon, merci Aloïs, et puis je vais céder la place à Virginie. Je pense que dans le chat reviendront des questions, et notamment ce que tu évoques et qui est toujours utile, c'est que dans une gestion difficile et compliquée telle que celle des fonds structurels, il peut y avoir des opportunités, je veux dire, on ne va pas dire des effets d'aubaine, mais des opportunités ou des ouvertures plus ou moins grandes selon des lignes budgétaires qui se consomment plus ou moins vite. Et donc, les gens ne sont pas interchangeables. Si vous êtes dans l'efficacité énergétique, c'est ça qui vous intéresse. Mais dans un certain nombre de cas, vous êtes bien placé en tant qu'autorité de gestion pour donner de bons conseils en disant qu'effectivement, là, la ligne est déjà consommée ou elle est en difficulté, et que dans d'autres cas, c'est des choses nouvelles sur lesquelles les gens n'ont peut-être pas compris que l'économie circulaire, ça peut concerner pas mal de monde. Tout à fait, c'est pour ça qu'on indique vraiment là les opportunités qui sont possibles aujourd'hui. Effectivement, en cours de programme, les choses peuvent évoluer, donc on sera bien sûr à votre écoute, et il y aura des points réguliers sur la consommation de l'enveloppe pour actualiser nos perspectives. Eh bien, Virginie Leroy, vous avez la parole. Donc là, on va parler d'Atlantique Habitation comme un exemple intéressant. Bonjour à tous. Hop, vous allez me dire si tout fonctionne bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit bien Moi, je le vois en tout cas. D'accord. Je vous remercie effectivement de nous avoir sollicité en tant que porteur de projet pour un retour d'expérience 2014-2020. Juste pour présenter brièvement la société Atlantique Habitation, donc on est un ESH de près de 14 000 logements sur la Loire-Atlantique. ESH, vous nous traduisez tous les mots Établissement difficiles. social pour l'habitat. Établissement social pour l'habitat, donc avec à peu près 13 400 unités sur la Loire-Atlantique, donc 11 400 logements familiaux et plus de 2000 places en hébergement spécifique, donc établissement pour personnes âgées, résidence autonomie, zones actifs, maison relais.
On investit plus de 100 millions par an dans l'économie locale et on a une production moyenne en construction de logements de 350 à 400 logements par an. Et c'est à peu près la même chose sur tout ce qui est réhabilitation du patrimoine. Donc, une vraie volonté d'investir sur la maintenance et l'efficacité énergétique de notre patrimoine. Ce retour d'expérience va être zoomé sur 6 ensembles immobiliers qui ont fait l'objet d'une aide FEDER sur la dernière période et ça représente à peu près 329 logements ciblés. Et nous avons en cours d'instruction actuellement pour la période 2021-2027 86 logements pour 2 sites avec le FEDER, dont 46 qui sont sous Energy Sprong. Donc voilà un peu le bilan. Donc on a constaté, nous, que le FEDER, c'était un vrai levier, notamment pour les opérations qui sont classées en D, parce qu'elles ne font pas l'objet de financements complémentaires comme d'autres opérations pour notamment les classifications EFG. Et ça nous a permis, quand on avait des plans d'investissement programmés, notamment sur toute la partie technique du patrimoine, d'aller un peu plus loin, clairement sur l'efficacité énergétique. Donc là, on avait 329 logements qui étaient classés D sur ces 6 ensembles immobiliers. Et on arrive avec 56 logements en classe finale C et 273 logements en classe finale B. Donc pour nous, ça a été un levier à ce niveau-là. Et également, le FEDER, on a eu une équipe territoriale en soutien des opérateurs et notamment nous sur les différentes opérations très performantes. Et c'est très important sur des dossiers FEDER puisque vous en parliez tout à l'heure, on fait partie de cette fameuse génération 2014-2020. Pour autant, le FEDER, ça demande une vraie rigueur. On a encore des audits sur des opérations qui ont été livrées en 2019 et effectivement, ça oblige à une grande traçabilité de toutes les publications, de toutes les communications, puisque tout ça est contrôlé et audité et même parfois 4-5 ans après la livraison de l'opération. Donc, on est vraiment un binôme avec l'équipe FEDER et là, je remercie Sylvain Martinet notamment pour son engagement à nos côtés et Madame Durousseau également. Et on constate que le FEDER a représenté en aide à peu près par rapport au coût des travaux énergétiques 10% environ du montant des travaux énergétiques. Et les petits points de vigilance qu'on peut dire, nous, en tant qu'opérateurs, c'est un montage qui est complexe, avec un audit qui est chronophage, avec plusieurs audits même qui peuvent être chronophages, ça c'est clair. C'est important de disposer d'un seuil minimum de financement FEDER. Nous, il y avait une règle à l'époque, les 10 000 euros minimum pour déposer une opération, elle est passée à 30 000 euros et je pense que c'est juste et c'est un seuil qui est pertinent au regard de l'investissement des équipes en interne. Et une vigilance aussi sur tout ce qui est publicité et communication relative au FEDER et la charte de communication FEDER, ça se voit vraiment dès le pré-montage, dès le montage d'opération, puisqu'il faut bien garder de la traçabilité sur tous ces éléments-là. Et hop, voilà un exemple d'opération qui a été de l'ancienne génération à Sainte-Luce, où vous voyez effectivement l'opération avant et l'opération après avec effectivement beaucoup de travaux énergétiques, de la résidentialisation sur le sujet, le remplacement de toutes les menuiseries, la création de terrasses, la création d'isolation. Donc, voilà un petit peu pour le retour d'expérience Atlantique Habitation. Bon, ben merci pour ce retour. Et puis, vous avez mis dans votre présentation aussi les choses qui sont importantes, à savoir qu'on n'embarque pas sur le bateau FEDER sans réflexion. Il faut tout de même bien réfléchir. Il faut souvent avoir un peu la masse critique ou la force suffisante, mais ça va faire partie éventuellement des sujets de discussion avec une petite commune, une commune rurale. Est-ce que j'ai la taille? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai les moyens? Bon, et comment faire aussi? Et peut-être, je reviens aussi vers Aloïs et vers Pierre en disant, peut-être en termes de mode d'emploi, vous pouvez repréciser exactement qu'est-ce que je dois faire. Si moi, je suis maire d'une petite commune rurale, je vous ai suivi avec attention, je vous ai écouté, j'ai vu que c'était compliqué, mais que ça pouvait en valoir la peine. Et finalement, si j'ai une bonne idée, à qui je m'adresse?
Alors peut-être je vais tu l'as commencer. évoqué un petit peu, mais... Oui. Puis je laisserai Pierre compléter. Déjà, merci Madame Leroy pour votre retour et notamment pour les remerciements aux équipes. Ça fait toujours plaisir quand on a ce type de retour des porteurs de projets. Et effectivement, pour les points de vigilance que vous avez rappelés, c'est vrai que c'est tout à fait important dans le cadre du FEDER. Et voilà, on voit que ça c'est sur vos projets, c'est exigeant, ça s'est bien passé parce que vous connaissez les contraintes et qu'on a pu vous appuyer. Au niveau de communes rurales, effectivement, ce sera un petit peu le même type de raisonnement, en fait, effectivement, se dire, est-ce que je suis en capacité donc, de dégager du temps et de la ressource, notamment d'avoir une personne dédiée pour suivre le projet, parce que ça peut être du temps pour le montage de la subvention, puis la justification du paiement, voire l'audit dans certains cas. Donc, en fait, il y a quand même besoin d'une capacité à suivre l'opération et après, en fait, de savoir aussi dans quelles sont les exigences du dispositif. En fait, c'est plus ou moins facile d'accès selon les catégories. On a un document de mise en œuvre qui récapitule un peu tous les seuils d'accès au FEDER et les conditions à remplir pour chaque type d'opération. Donc ça, voilà, le premier réflexe pour un élu ou un fonctionnaire qui serait intéressé au sein d'une collectivité, ce serait de regarder sur le site de la région nos dispositifs et ensuite, s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, de prendre contact avec l'autorité de gestion donc pour qu'on puisse aller plus loin et confirmer que le projet peut être déposé. Notamment dans un cadre d'appel à projet, comme on va avoir bientôt pour les territoires ruraux. Là, il y aura effectivement donc, un cahier des charges dédié qui sera publié et donc effectivement aussi des personnes au niveau de l'équipe du pôle transition énergétique et environnement et territoire qui prendront justement les questions durant le printemps quand il y aura des retours des collectivités. Bon, merci pour ces précisions. Je peux compléter du coup, simplement d'un commentaire. Oui, ces sujets sont toujours quand même malgré tout très compliqués. Et oui. En fait, c'est tellement compliqué qu'on ne peut jamais tout régler en une fois. Donc, et il faut toujours des allers-retours, de l'interaction. Donc, ce qui est important, moi, je pense, par rapport à cette notion de point d'entrée, c'est qu'il faut identifier les bonnes personnes selon les cas de figure pour avoir des échanges permettant d'orienter, de préciser les choses. Ce jeu de questions-réponses, il permet vraiment cette orientation. Donc, moi, j'insiste bien sur ce facteur humain. Donc, ça a été dit, les équipes, je pense qu'elles offrent un très bon service. Faut juste avoir cette cartographie que j'évoquais toujours un petit peu. C'est-à-dire que si vous êtes dans un territoire rural, je dirais votre premier réflexe, c'est peut-être de se tourner vers le groupe d'action locale du coin qui va gérer l'enveloppe leader, que la région forme normalement pour qu'il soit votre appui aussi sur le montage de projet. Donc, voilà. En plus, là, on va veiller à ce que les futurs GAL, malgré tout, aient des moyens humains en conséquence pour essayer vraiment d'être dans de l'appui au montage de projet qui soit le plus solide possible. Donc là, il y a un premier réflexe à avoir. Si je suis dans un territoire à dominante rurale, normalement, je dois avoir un GAL pas très loin avec un animateur. C'est quelqu'un vers qui on peut faire tête. On essaye en plus de plus en plus de fonctionner en réseau. Deuxième cas de figure, je suis dans un territoire urbain. J'ai ce que je disais tout à l'heure, ma structure investissement territorial intégré. Voilà, donc là, deuxième point de contact par rapport à une enveloppe dédiée. Encore une fois, dans ces deux cas, c'est le territoire qui sélectionne, ce n'est pas la région. Et puis, le troisième cas de figure, c'est soit les appels à projets territoires ruraux, soit éventuellement une autre partie du programme, par exemple FEDER, où j'ai une idée, c'est se tourner vers la région, envoyer un mail sur l'adresse générique, passer un coup de fil. On finira toujours par vous orienter vers la bonne personne pour vous entamer ce petit dialogue qui permet encore une fois de déminer, voilà. Parce que ça peut aller aussi très vite. Et puis moi, le point sur lequel je veux vraiment insister, parce que c'est un peu le retour d'expérience qu'on a, quel que soit le fond d'ailleurs, c'est la commande publique. La commande publique, c'est vraiment un point crucial. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer. C'est pour ça que ça peut être intéressant malgré tout, même pour une commune rurale, d'arriver à se faire accompagner, je ne sais pas moi, par les services de l'interco du coin, par le GAL, parce qu'on le forme, mais c'est le point de vigilance absolu, c'est-à-dire que c'est la priorité des auditeurs, premièrement, et deuxièmement, ça ne se rattrape pas. C'est-à-dire qu'une fois que c'est identifié, c'est prévu par la commission qu'on doit appliquer des espèces de corrections financières. Et c'est très, très cadré. Nous, on n'a aucune marge de manœuvre. Et donc, j'insiste, si on a envie d'aller vers les fonds européens, il faut intégrer cette exigence le plus tôt possible et dès le départ. Et si on sent qu'il y a une petite faiblesse de ce côté-là, je pense qu'il ne faut pas aller vers les fonds européens parce que ça sera immédiatement détecté.
On a au moins 30 opérations, par exemple, sur le FEDER FSE qui sont auditées chaque année. Ces 30 opérations, elles sont désossées intégralement par les auditeurs. Ce n'est pas des personnes de mes équipes, mais voilà. Et le taux d'erreur, c'est 2%. 2% de toléré, quoi. Donc, comme je dis souvent, c'est quand même très, très pointu, quoi. Des secteurs où on tolère 2%, il y a peut-être l'aéronautique, l'aérospatiale. Voilà. Donc, c'est pas une exagération, c'est faisable, on y arrive. Il y a plein de dossiers qu'on arrive à payer, mais ces points de vigilance de départ, voilà. Et c'est particulièrement vrai sur les fonds leaders où parfois on a des toutes petites structures, effectivement, et qui n'ont peut-être pas été suffisamment accompagnés au départ sur la commande publique. Et bah, c'est au moment de l'instruction qu'on révèle cette faiblesse. Donc, encore une fois, nous, on essaye de former, par exemple, les GAL sur ces sujets-là au maximum. On s'est doté de moyens complémentaires pour essayer de sensibiliser et détecter le plus tôt possible pour qu'entre guillemets, on ne prenne pas le chemin du fonds européen si on sait qu'après, on va aller à une forme de déception, quoi. Voilà. Donc, je préférais quand même le dire parce que ça a quand même été souligné. Il y a un vrai appui, un vrai service, mais il y a ce point de vigilance au départ parce que la particularité des fonds européens, c'est que les audits sont quand même très présents. Bon, merci beaucoup Pierre et puis Aloïs sur ce panorama complet et puis également ces points de vigilance. Et puis merci Virginie Leroy pour cet exemple. Et ben, je vais laisser la parole aux participants. On a On n'a pas terminé? Minutes. Quelques questions? Il me semble qu'il restait une diapo, non? Oui, il restait une dernière diapo. Voilà. Alors, on a déjà un petit peu parlé, hein, mais voilà, comme c'est un dispositif qui est assez important, c'est l'occasion d'aller un petit peu plus en détail. Donc, c'est ce fameux appel à projet que je mentionnais tout à l'heure, qui donc va être lancé au printemps. Donc là, il sera mis en consultation au niveau du CRS en ce moment. Et ensuite, il sera donc publié dans le courant du printemps donc de cette année. Donc là, c'est vraiment un lancement imminent. Et on cible sur cet objectif 5.2 les communes et leurs groupements donc en dehors des zones ITI. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, dès lors que vous n'êtes pas une commune membre ou un EPCI qui porte un investissement territorial intégré, vous êtes potentiellement éligible à cet appel à projet. Sur les thématiques donc, de la revitalisation des territoires, les critères seront précisés dans le cadre de l'appel à projet, mais ils seront relativement larges dans le cahier des charges. Et ensuite, donc, le deuxième thématique forte, c'est les mobilités actives, donc pour compenser le fait que l'objectif 2 ne permettait pas d'intégrer cette thématique en milieu rural. Donc, les critères de sélection donc, ils seront précisés dans le cadre de cet appel à projet. Et par contre, si on est sur des thématiques qui sont les mêmes que celles de l'axe 2, par exemple de la rénovation énergétique, à ce moment-là, en fait, on aura les mêmes critères que ceux du document de mise en œuvre actuel. Donc, potentiellement, si vous avez déjà des idées de projet avant même que l'appel à projet soit publié, vous pouvez regarder la mesure correspondante du DOMO, par exemple celle de la rénovation des bâtiments communaux intercommunaux. Les critères de sélection donc, seront les mêmes. Et donc une enveloppe totale de 10 millions d'euros qui sera attribuée au territoire ligérien. Voilà du coup pour le FEDER. J'en ai terminé. Donc effectivement, un petit temps de questions-réponses si vous le souhaitez. Oui, bon, merci et puis merci pour ce complément d'information qui est très utile puisque là on parle bien d'un calendrier avec un lancement au printemps 2023. Donc on y est, ça doit intéresser pas mal de monde. Alors écoutez, on est des gens simples. Si quelqu'un veut la parole, il va la prendre tout simplement. Il aurait pu demander, mais il n'y a pas besoin d'être plus formel que nécessaire. Et c'est la liberté de parole, donc vous vous présentez, vous expliquez ce que vous voulez dire et vous avez le droit d'avoir des niveaux de connaissances variés sur ces sujets-là. Bon, alors, sinon, je laisse la parole peut-être à la personne qui avait posé une question pointue. Séverine Chauvat-Voué, peut-être vous nous expliquez aussi un peu votre contexte et la raison pour laquelle vous posez la question. Bonjour à tous. On m'a apporté une réponse. En fait, je me posais simplement la question pour quelles raisons les mobilités étaient simplement ciblées sur les territoires urbains, mais là, a priori, avec l'axe 5 du FEDER, ça répondra à nos attentes. Après, on n'a pas forcément de projet. Alors, vous avez eu la réponse à votre question, mais vous nous dites dans quelle commune vous êtes? Moi, je suis sur Loire, en Maine-et-Loire.
D'accord. Donc, c'est une petite commune, une grande commune? C'est une commune nouvelle de 18 000 habitants qui fait partie du territoire des Mauges, donc sur le territoire de l'agglo Mauges Communauté. D'accord. Avec, voilà, avec des questions de mobilité. Nouvelle IT. Bon, c'est bien. Ouais. Il y a une question. Autant il y a une question dans le... Une question dans le chat pour la dernière diapo. Quel est le niveau d'avancement nécessaire pour déposer un dossier, une esquisse, un APD, APS? Voilà des gens qui connaissent la terminologie. Oui, Je vous tout à laisse fait. répondre à cette question-là. Et après, j'oublie pas effectivement que Sophie Bréhin va nous dire quelque chose sur le fonds de transition juste. Effectivement, donc là, on entre sur un niveau de précision tout à fait important. Donc, je vais juste vous reconfirmer. Alors, effectivement, ce sont des infos qui sont à prendre au conditionnel, hein, puisque l'appel à projet n'est pas encore lancé. Hein. Les membres du CRS sont en train d'en prendre connaissance. Donc, je me garderai de donner des informations définitives. Par contre, effectivement, hein, donc, on a bien prévu que le stade minimum pour les projets, ce soit donc l'avant-projet détaillé, hein, donc l'APD, donc plutôt une phase assez avancée. Hein, donc notamment une esquisse, ce serait considéré comme insuffisant sur cet appel à projet. Il y a l'idée d'avoir des opérations matures pour pouvoir avoir une mise en œuvre relativement rapide et qu'elles aient également donc un caractère structurant sur le territoire sur lequel elles se déploient. Il y aura d'autres critères après qui seront précisés dans l'appel à candidature, mais il y a quand même vraiment cette idée que justement le projet doit être déjà bien avancé pour pouvoir être déposé. Peut-être expliquer pourquoi aussi, c'est-à-dire que alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans la diapo où on avait un chevauchement des différentes programmations. On a quand même des objectifs de consommation des crédits sur la nouvelle génération de fonds qui sont encore plus exigeants que ce qu'on a connu sur la période antérieure, sachant que la clôture de la programmation actuelle est quand même plus compliquée que celle qui avait eu lieu il y a quelques années. Donc, on cumule un peu les deux difficultés, ce qui quand même nous incite à aller chercher des opérations particulièrement structurantes et particulièrement matures pour pouvoir avoir des dépenses à présenter à la commission rapidement. Le deuxième élément quand même à avoir en tête, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, c'est articulé avec Leader. Leader, on le voit comme la possibilité d'être sur un maillage assez fin, avec des projets à une dimension assez petite, hein, même si la région a revu les planchers en les accordant avec sa propre politique territoriale. Je rappelle, 10 000 euros pour le futur Leader pour les projets privés et 30 000 euros pour les projets sous maîtrise d'ouvrage public. Et donc, en fait, voilà, l'idée, c'est d'articuler les deux dispositifs, comme j'expliquais. Donc, Leader, ça permettra d'aller sur la maille la plus fine. Et l'idée de cet appel à projet qui s'adresse globalement au même territoire, c'est d'aller faire des projets un peu plus structurants et de pouvoir, encore une fois, articuler les deux dispositifs avec leurs spécificités. Voilà. Bon, merci pour ces précisions. Dans le chat, les gens commencent à bien bouger. La même personne reprécise en demandant quel serait le calendrier de fin de dépôt du dossier. Et puis, vous avez une autre question qui est sur l'appel à projet pour les territoires ruraux, sera-t-il renouvelé dans les années à venir? Effectivement, deux questions importantes. Donc, sur la date de fin de calendrier de dépôt, on serait au début de l'été, hein, donc plutôt aux alentours de la fin du mois de juin, dans ce qu'on prévoit actuellement. Et sur le renouvellement donc, de cet appel à projet, pour l'instant, il n'y a pas de réponse définitive sur le sujet. Hein, donc, nous, clairement, au niveau de l'autorité de gestion, on a le besoin, comme l'expliquait Pierre Abine, de pouvoir avancer assez rapidement pour atteindre nos objectifs. Donc, ça va dépendre en fait de la qualité des dossiers qui nous sont déposés. S'il est possible de consommer intégralement l'enveloppe dès cet appel à projet, il n'est pas certain qu'on en lance un deuxième. Ça va vraiment dépendre un petit peu de notre capacité à faire émerger des projets en nombre suffisant. Et après, une programmation, c'est quand même long. Hein. Donc, voilà, faut se dire que ce qui est prévu aussi sur la programmation actuelle, c'est qu'il y a une forme de clause un peu de revoyure à mi-parcours. Donc, voilà, là, c'est la réponse qu'on peut faire à l'heure actuelle. On verra aussi, au moment où on sera rendu à la moitié de la programmation, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Probablement qu'il y aura des ajustements qui pourront se faire à ce moment-là. Mais là, l'idée, c'est plutôt de pas trop toucher notre maquette qu'on vient tout juste de nous valider après presque 2 années de négociations avec la Commission.
et d'essayer de la mettre en œuvre le plus rapidement possible. Bon, le temps passe. Je n'oublie pas de laisser la parole à Sophie Bréhin pour nous parler du Fonds de transition juste. Et puis, je vais remercier au passage les participants parce que vos questions pointues montrent bien qu'on vise le public que l'on recherchait, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment intéressés par ces appels. Et ben, je laisse la parole à Sophie, peut-être si ça convient. Je vais nous faire un petit peu de fonds de transition juste qui va compléter le tableau de ce qui est suivi au niveau régional. Oui, sans réussir à tout dire cet après-midi, mais enfin... C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je mets la caméra, mais comme j'ai pas une connexion qui est forcément formidable, si jamais ça coupe, je couperai ma caméra. D'accord. En tout cas, l'image est bonne, le son n'est pas mal. D'accord. Ok. Donc du coup, le Fonds pour une transition juste, donc un peu comme l'a présenté Agnès au départ, c'est un fonds qui a été proposé par la Commission européenne dans le cadre du Pacte vert européen. Donc on est vraiment dans l'idée de pouvoir atteindre les objectifs de la transition vers la neutralité carbone à l'horizon 2050 et notamment les accords de Paris. Donc ce fonds pour une transition juste, il se décline en fait dans le cadre d'un mécanisme de transition juste qu'on dit aussi MTJ, qui en fait dispose de 3 piliers. Donc un premier dispositif qu'on appelle InvestEU, qui va plutôt être ce qu'on appelle des modes d'intervention par instrument financier. Donc plutôt un mode d'intervention par le biais de prêts ou de garanties auprès de projets, donc pas un mode de subvention, et donc qui se fait plutôt dans le cadre des projets portés par les PME dans des thématiques qui ont vocation en fait à contribuer à la transition vers la neutralité carbone. Donc tout ce qui peut être de la mobilité durable, des infrastructures dans ce domaine-là, tout ce qui peut être des projets de recherche et développement. Vous avez un deuxième pilier qui est plutôt la facilité de prêt au secteur public. Donc là, en fait, vous êtes plutôt sur des opérations donc, de porteurs de projets publics avec en fait une espèce de mix. Vous avez à la fois des interventions en mode subvention donc, par la Commission européenne et des prêts qui peuvent être accordés par la Banque européenne d'investissement. Et c'est également des grands projets d'ampleur et qui doivent viser à la neutralité carbone. Et puis, vous avez le troisième pilier, donc, qui est ce qu'on appelle le Fonds pour une transition juste, qui, lui, est donc un fonds qui intervient donc, en mode subvention, qui, du coup, initialement, la Commission l'avait un peu mis en place pour un pays comme la Pologne, pour l'inciter, en fait, à fermer les centrales à charbon. Et au regard de l'impact économique et social que pouvait avoir la fermeture de ces activités, était d'accompagner en fait cette transition économique, d'où un peu la notion de fonds pour une transition juste. En fait, on n'est pas sur un fonds de décarbonation, mais on est bien plutôt sur un fonds d'accompagnement en fait économique et social et de compenser en fait les impacts économiques et sociaux de la transition vers la neutralité carbone. On serait peut-être plus sur un fonds un peu de justice sociale, on va dire, pour aider en fait les territoires qui sont les plus dépendants aux activités émettrices de CO2 et pour vraiment les inciter en fait à aller vers la transition vers la neutralité carbone. Donc là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est ce pilier-là sur le Fonds pour une transition juste, parce que c'est la partie que gère en fait la région. Donc en fait, le Fonds pour une transition juste, donc au départ, en France, il n'y avait que 2 régions qui avaient été identifiées comme pouvant être éligibles à ce fonds-là. Donc c'était au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la région Hauts-de-France. Et puis dans le cadre un peu des négociations et des échanges, en fait, ça s'est étendu à d'autres territoires en France. Donc il y a 6 régions qui aujourd'hui ont une partie de leur territoire qui est donc éligible au FTJ. Et donc, en Pays de la Loire, c'était le département de Loire-Atlantique qui avait été identifié comme étant le territoire de base sur lequel pouvait intervenir le Fonds pour une transition juste.
Ce fonds pour une transition juste, comme on l'a expliqué au tout départ, c'est un fonds qui est donc géré en partie par la région et en partie par l'État. Parce qu'en fait, il y a un volet un peu diversification économique et un volet plutôt transition professionnelle et accompagnement sur la question des compétences. Pour autant, la région, elle avait été désignée comme étant responsable de l'écriture et de la rédaction un petit peu de la stratégie d'intervention du FTJ en Loire-Atlantique. Et dans le cadre de ce travail-là qu'elle a fait en partenariat avec l'État, il a été fait le choix de concentrer en fait l'intervention du Fonds de transition juste sur un territoire infradépartemental à la Loire-Atlantique. Et de manière assez naturelle, compte tenu que l'élément un peu déclencheur de l'éligibilité de ce territoire de la Loire-Atlantique au FTJ, c'était la présence de la centrale de Cordemais et donc sa fermeture. Donc le FTJ a été concentré sur le territoire du pacte dit de Cordemais, qui regroupe donc 3 EPCI, Nantes Métropole, la Carène, donc l'agglomération de Saint-Nazaire, et puis la communauté de communes Estuaire et Sillon. Donc, en fait, l'intervention, il y a une concentration de l'intervention du FTJ sur ce territoire-là, même si le règlement permet éventuellement d'avoir quelques actions d'opérations qui peuvent être en dehors de ce territoire, mais il faut démontrer à chaque fois qu'il contribue bien à la mise en œuvre de la logique d'intervention du FTJ. Donc, du coup, c'est un fonds qui est territorialisé. C'est un fonds, comme je disais, un peu plus de justice sociale ou de diversification économique et pas un fonds de décarbonation. C'est un fonds dont la mise en œuvre se fait avec 2 autorités de gestion différentes, la région pour la partie diversification économique et l'État pour la partie compétences, avec, comme on l'a présenté au départ, un peu plus de 48 millions d'euros gérés par la région et un peu plus de 21 millions d'euros gérés par l'État sur la partie compétences. Donc, État et région, ensemble, ont donc déterminé le territoire d'intervention et puis la logique d'intervention. Donc, la logique d'intervention du FTJ, elle se décline dans ce qu'on appelle un plan territorial de transition juste, donc un PTTJ, et qui indique quel est le territoire sur lequel on veut intervenir, quel est l'événement, le phénomène qui explique que ce territoire répond bien aux objectifs du FTJ, c'est-à-dire qu'il est très émetteur de CO2, qu'il y a une trajectoire vers la transition carbone qui est mise en place. Donc là, c'était bien le cas avec la fermeture de la centrale de Cordemais. Et du coup, il fallait déterminer quels étaient les impacts économiques et sociaux sur ce territoire et qu'est-ce qu'on voulait faire pour pouvoir compenser ces impacts économiques et sociaux. Donc, on a fait appel à l'INSEE, qui nous a accompagnés en fait dans la détermination de cette stratégie-là, et qui nous a permis de définir un petit peu la logique d'intervention, les secteurs de diversification économique vers lesquels on voulait aller sur ce territoire-là, et donc ce vers quoi on voulait concentrer l'intervention du Fonds pour une transition juste. Donc un peu les grands défis du processus de transition vers la neutralité carbone ont été définis dans le plan territorial de transition juste, avec du coup un volet plus compétences sociales. Comme je disais, il est un petit peu, celui-ci est géré par l'État, donc sur la partie là, accompagner et sécuriser les parcours professionnels et l'évolution des compétences. Là, l'idée, elle est vraiment de pouvoir accompagner les salariés, les demandeurs d'emploi, des secteurs d'activité qui ont été définis comme étant des secteurs en déclin ou en transformation du fait de la transition vers la neutralité carbone. Donc, pour le territoire du PTTJ en Pays de la Loire, c'est surtout donc, le secteur de la coquefaction raffinage et celui de l'électricité au titre de la centrale à charbon de Cordemais, et de pouvoir accompagner la reconversion professionnelle de ces personnes-là vers des secteurs de diversification économique qui sont créateurs d'emplois,
et qui permettent en fait d'accompagner vraiment ces gens-là dans leur reconversion professionnelle. Donc, au niveau de la logique d'intervention et des secteurs de diversification économique, ça a été beaucoup tout ce qui relève du secteur de l'énergie et des systèmes de l'énergie. Donc, tout ce qui est soit la production d'énergie renouvelable, soit tout ce qui va être un petit peu la diminution de la consommation énergétique, ou tout ce qui va être des systèmes et des réseaux de transport, de stockage, de production d'énergie renouvelable. Et donc, on retrouve un petit peu ces éléments-là et ces objectifs dans les grands défis et dans les types d'actions qui sont prévus sur les FTJ. Donc, il y a, vous voyez en bas à gauche, tout ce qui va concerner les actions de basse consommation et de développement de production d'énergie d'avenir et qui sont créatrices d'emplois. Et tout ce qui va être de la diversification économique grâce à des filières d'avenir. Donc, tout ce qui va être création d'entreprises, accompagnement à l'innovation dans les entreprises pour vraiment développer des filières d'avenir. Et puis, le dernier point que l'on avait donc identifié dans la logique d'intervention du FTJ, c'était tout ce qui était de la reconversion des friches. Ces friches, ce n'est pas toutes les friches qu'il peut y avoir sur ce territoire, mais ce sont vraiment celles qui sont liées en fait à la cessation d'activité en lien avec donc la transition vers la neutralité carbone. Donc voilà un petit peu la logique d'intervention du FTJ. Pas de fonds de décarbonation, un fonds qui vient compenser les impacts économiques et sociaux. 2 volets, compétences emploi, diversification économique. Au niveau du FTJ, pour la partie qui est gérée par la région, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé le 14 novembre dernier et qui court jusqu'au 30 juin de cette année. Donc, l'appel à manifestation d'intérêt, ce n'est pas encore le dépôt d'un dossier complet. On est vraiment sur plutôt faire émerger les projets qui sont sur le territoire et qui nous permettent, nous, d'identifier des opérations qui répondraient vraiment à la logique d'intervention du FTJ. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a une approche qui est un petit peu différente du FEDER par rapport à la présentation qu'il y a eu tout à l'heure et notamment sur l'objectif politique 2, où on est vraiment sur de la décarbonation et vraiment la transition vers la neutralité carbone. Là, on est vraiment plutôt sur de l'accompagnement et sur de la compensation d'impacts économiques et sociaux. Donc, il y a un peu à chaque fois, les projets doivent démontrer qu'ils s'inscrivent bien dans cette logique-là d'intervention un peu particulière et doivent être donc réalisés sur le territoire concerné par le FTJ en Pays de la Loire. Donc, on va, comme c'est un petit peu nouveau comme logique, on n'a pas voulu passer directement sur un appel à projet pour pas que justement des porteurs commencent à constituer un dossier qui soit assez lourd à monter. Là, en fait, l'AMI, on a juste une petite fiche de 4-5 pages qui permet de présenter un petit peu le projet, ce qui va nous permettre de faire une première analyse et puis d'avoir une phase d'accompagnement des porteurs pour vraiment leur dire votre projet, il ne rentre pas du tout dans la logique, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, ou au contraire, ben, oui, ça semble répondre à des critères, on vous accompagne pour déposer les dossiers. Donc voilà un petit peu en termes de présentation globale du FTJ et un petit peu d'où on en est du calendrier. Voilà, s'il y a des questions, je reste disponible. Mais merci Sophie sur le fond de transition juste. Je plaide coupable parce qu'effectivement le temps glisse et donc le temps glisse. J'ai promis à la Caisse des dépôts et consignations et à la Banque des territoires de ne pas intervenir trop tard et je crois en plus que la représentante de l'Habitat 44 va avoir un problème de temps. Et donc, sans tarder, immédiatement, je vais laisser la parole en remerciant l'ensemble de l'équipe du Conseil régional de faire maintenant un bloc sur Caisse des dépôts et consignations et Banque des territoires et en espérant ne pas perdre de participants malgré l'heure qui tourne. Olivier, juste une dernière chose. D'inverser les rôles, oui. Juste une dernière chose, dire qu'on pourra transmettre la présentation. Oui. Et dedans, on avait notamment mis les contacts très opérationnels qu'on pourra. Oui, donc, par rapport au fait de pouvoir trouver la bonne personne. Ça, c'est une très bonne chose. Et donc, évidemment, il y aurait d'autres choses, notamment sur les interlocuteurs, c'est parfait.
il y a un directeur qu'on ne dérangera pas tous les jours, mais il y a une directrice adjointe, il y a un responsable, et puis il y a un ensemble d'équipes pertinentes à coup sûr. Maintenant, je laisse la parole à la Banque des Territoires et Caisse des dépôts, y compris en termes de tempo, si vraiment, Sandrine, vous avez un impératif. On va vous faire passer peut-être la première. Surtout, Sandrine a aussi un impératif. Alors, je vais essayer d'être très synthétique, ce qui est un exercice difficile toujours. Donc, déjà, je suis directrice territoriale de la Banque des Territoires. Je vous prie d'excuser Philippe Jusserand, qui est directeur régional, qui est à Laval en ce moment. En tout cas, c'est Mathieu qui fait l'interface, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, entre les maisons de l'Europe et puis Mathieu qui est, lui, dans les directions des relations internationales et européennes. Donc, moi, je suis au niveau local et plus particulièrement donc, en charge des sujets en Loire-Atlantique qui concernent évidemment un ensemble d'activités. Alors, là, on va focuser sur comment en fait les financements européens et les instruments de cohésion viennent alimenter aussi les territoires au travers de nos propres interventions qui sont en fait, donc au niveau de la Banque des Territoires, on a 2 ressources pour financer les projets. Nos fonds propres, donc, qui permettent notamment d'accompagner les territoires sur de l'ingénierie, mais aussi surtout sur de l'investissement, où on prend des risques en tant qu'investisseur. Et puis la ressource des fonds d'épargne, donc qui est l'épargne des Français, qui est réglementée. Et avec la Commission européenne, en fait, on travaille à des instruments financiers où l'objectif est de mixer nos capacités en tant que banque publique avec celle de l'Europe dans une approche quand même qui n'est pas celle de la subvention, puisque nous, on délivre de manière très exceptionnelle de la subvention, mais bien des instruments financiers, comme c'était présenté tout à l'heure. Le sujet sur lequel on travaille ensemble, évidemment, on est complètement en cohérence avec ce qui a été présenté, le pacte vert, les projets visant la transformation écologique. Et donc, c'est sur ces axes-là, je vais vous illustrer ce qu'on peut faire. Donc, sur la partie ingénierie, je pense que c'est important, c'est difficile en webinaire de voir quels sont les interlocuteurs exactement, mais on a 24 petites villes de demain sur le territoire de l'Atlantique, il y en a plus d'une centaine sur la région, et il faut savoir qu'on est en train de préparer avec donc, la Commission européenne un PVD+, qui permettrait surtout d'apporter une aide technique aux porteurs de projets, au territoire, pour structurer justement en matière d'ingénierie financière le financement de leurs opérations. Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une certaine complexité à pouvoir mobiliser notamment des subventions européennes, mais pas que, sur les programmes d'investissement des communes. Donc, Claire-Anne Lecourt, je vous écoute, mais peut-être vous pouvez vous mettre en caméra visible aussi. Je ne suis pas en caméra. Non. Je ne voulais pas vous interrompre, mais au bout d'un moment, ça me gêne. Moi, j'ai ma caméra. En fait, on voit que votre fond d'écran, vous avez dû mettre un fond d'écran qui... Vous faites de la publicité pour votre employeur, ce qui est très bien. Je vais à l'arrière-plan, je vais enlever le truc. Parce qu'en plus, comme moi, je ne travaille pas sur Zoom, je suis avec ma tablette perso. Parce que je ne veux pas vous interrompre trop souvent, mais effectivement... dites-nous vraiment ce qui est possible en Loire-Atlantique et dans la région. Ah oui, mais ok, je comprends. J'ai peut-être mis ma caméra dans l'autre sens. Non, bon, alors si je vous décontenance trop, et donc... ok, voilà. J'avais dû inverser ma caméra. Bon, donc sur l'ingénierie, on n'est pas encore tout à fait prêt, mais il faut quand même avoir en tête que même si pour nous, ce n'est pas un mode d'intervention privilégié, on l'a vu tout à l'heure, ce que fait la région avec les fonds FEDER, etc., on est quand même en train de construire des instruments et notamment du point de vue de l'ingénierie, un accompagnement des territoires. Sur la partie investissement, on a construit en fait des instruments financiers en lien avec la transition écologique. Alors, je vais citer par exemple, ce sont souvent ce qu'on appelle des plateformes de financement où on mixe des financements Banque des Territoires, enfin Caisse des dépôts, et BEI. Et on a notamment une plateforme qui est dédiée à la mobilité douce, aux mobilités électriques, pour
que les organisations de transport, de mobilité, les autorités organisatrices de la mobilité sur les territoires puissent verdir leur parc et notamment changer leurs bus carbonés en bus électriques, sachant qu'un bus électrique, ça coûte environ 3 fois plus cher qu'un bus au gasoil. Et donc pour que ce soit attractif et possible pour les collectivités locales, cette plateforme, en fait, elle sécurise le financement en utilisant aussi les gains en fonctionnement énergétique qui vont être générés donc, par le fait d'utiliser ce type de mobilité. Et donc, c'est du parc de bus qui peut être acheté. Et on a pu mettre en place cette plateforme à la fois pour des gros opérateurs comme la RATP, mais aussi à Brest, et puis ici, plus proche de chez nous, Lidieux, qui s'est doté en bus électrique avec cet instrument financier, donc, qui est Oblibus. On a aussi une plateforme de renouvellement urbain qui permet de traiter des friches. Et là, en fait, la BI nous apporte des fonds qui permettent d'adresser bien plus de projets. On a amorcé un sujet sur une friche à Nantes, sur le Ranzay. Au final, bon, pour des raisons que je ne vais pas détailler, ce n'est pas la plateforme qui a financé, mais elle aurait pu en fait financer ce projet de reconversion de friches industrielles, donc, les halles qui sont du côté du Ranzay. On est aussi, en tant qu'investisseur, on porte des projets, nous, avec nos ressources propres, dans des dispositifs plus nationaux, on va dire, mais on peut avoir la mobilisation du FEDER sur certaines opérations, et notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, où on a un outil ici à Nantes qui s'appelle Novapol, qui fait du portage de murs pour installer des maisons de santé, des ateliers artisanaux dans les quartiers, restructurer du commerce. Et donc, on peut mobiliser du financement FEDER sur ces projets. Donc, entre guillemets, on a à associer, on le voit bien sur tous les projets, à articuler, à associer, et le fonds vert va renforcer ces sujets-là aussi, avec des fonds européens, faire de l'ingénierie financière. On a à la fois la collectivité qui peut aller chercher de la subvention européenne, de la subvention régionale, de la subvention locale, et le reste à charge, elle pourra le financer avec une autre ressource qui est celle, là je viens sur le deuxième volet, qui est les fonds d'épargne des Français, qui permettent de financer sur les livrets A, donc sur les économies des Français, on va dire. On transforme cet argent en financement de très long terme pour financer des projets très structurants sur les territoires. Et en particulier, la thématique transformation écologique la priorité des priorités avec celle de la cohésion sociale. Et donc, on abordera tout à l'heure la question du logement. Et là-dessus, en fait, c'est peut-être transparent pour les collectivités locales, mais parfois, elles veulent des financements plus courts que nous, ce qu'on met en place, qui sont au-delà de 25 ans, on va jusqu'à 60 ans. Parfois, elles veulent plutôt amortir leurs biens sur leur investissement sur des durées plus courtes. Et donc, avec la BEI, on a une ressource qui nous permet en fait d'avoir des financements plus courts et avec des taux fixes, alors que nos taux à nous sont adossés au taux du livret A et donc fluctuants, même s'ils sont assez régulés par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans le marché financier. Je fais très court, hein, je m'excuse parce que je veux donner la parole. Non, et puis effectivement. Et donc là-dessus, je peux citer des exemples. On est en train de financer de la rénovation énergétique d'écoles de groupes scolaires sur Nantes, à Doulon, à Mélinette, à Lucie-Aubrac, le groupe scolaire Lucie-Aubrac qui est sur le quartier de Bellevue. Mais on finance aussi des petits projets, on va dire, à moins d'1 million d'euros. Donc, par exemple, on a fait un centre technique municipal à Fête-Bretagne, donc un financement de 900 000 euros, un financement à la Chapelle-Launay pour restructurer sa mairie, son école. Donc les financements qui ont été mis en place, en fait, sont des financements qui sont sur une ressource BEI. Et donc, au niveau des bailleurs, c'est pareil.
dans l'objectif de booster la rénovation énergétique. Donc, on a parlé tout à l'heure du programme Energy Strong, qui est un programme un peu spécifique, mais on a aussi des opérations de rénovation du parc classique des bailleurs qui sont aussi parfois, qui peuvent bénéficier de ces instruments financiers. Donc, je passe la parole à Stéphanie, à Sandrine, pardon, si je ne l'ai pas perdue. J'espère qu'elle peut encore consacrer 5 minutes. Oui, Sandrine, avec nos excuses, si vous vouliez intervenir maintenant, ce serait très bien, comme ça on aurait l'exemple de Habitat 44. Oui. Pour illustrer ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'une banque des territoires, elle est souple et elle a toute une série d'instruments à la disposition des territoires, ce qui est une bonne chose. Mais... Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, on vous voit, vous, pour le moment, mais pas encore. Alors, on va recommencer. Ça va marcher, c'est bon. Oui, c'est bien. Donc effectivement, bonjour à tous, Sandrine Join, directrice générale adjointe d'Habitat 44. Et donc Habitat 44, comme Atlantique Habitation, est un organisme de logement social, mais nous sommes un office public de l'habitat, c'est-à-dire que contrairement à Atlantique Habitation, qui est rattaché à un actionnariat et en particulier Crédit Mutuel, nous, notre collectivité de rattachement est la Loire-Atlantique. Donc le département. En 2 mots sur Habitat 44, simplement, donc notre organisme a un patrimoine de logements sociaux donc de 8600 logements familiaux et environ 150 logements en résidence sociale, donc adaptés à des publics spécifiques. Comme Atlantique Habitation, nous avons un développement de nouveaux logements sociaux importants avec environ 250 à 300 logements par an. Et nous avons aussi un plan de rénovation de notre parc très significatif, puisque donc pour les années à venir, par exemple en 2023, c'est un budget de 25 millions d'euros. Et sur, on va dire, la période 2015-2025, c'est 120 millions d'euros qui auront été investis. Mais je vous en reparle un petit peu après. Alors, pour illustrer les propos de Claire-Anne, donc, je vais vous parler de notre projet de renouvellement urbain qui va démarrer dès cette année sur la Ville aux Roses à Châteaubriand. En quelques mots, simplement, l'objectif de ce renouvellement urbain est très ambitieux puisqu'il s'agit vraiment de reconfigurer l'offre locative pour permettre finalement à nos locataires d'avoir donc des logements qu'ils soient en fait de qualité, économes en énergie et puis adaptés à leurs besoins d'aujourd'hui, notamment en termes de configuration des pièces et donc bien sûr d'avoir un cadre de vie amélioré, sachant qu'au passage nous adaptons aussi 32 logements à des personnes âgées ou à personnes à mobilité réduite et que nous prévoyons de réaliser une résidence sociale spécifique adaptée pour des personnes ayant des troubles, une souffrance psychique, en partenariat donc avec l'association Les Eaux Vives et une autre résidence sociale avec une famille, un toit qui sera une maison relais. Donc voilà, un programme complet qui a pour, je vous l'ai déjà dit, objectif, c'est le sujet du jour, d'améliorer la qualité énergétique de nos logements. Et donc sur ce volet, ce grand quartier de la Ville aux Roses qui compte 500 logements, nous en avons déjà réhabilité 100, mais nous allons réaliser une réhabilitation lourde sur 400 nouveaux, dont l'objectif finalement est de transformer l'étiquette de D à B et de diminuer finalement les consommations énergétiques et les gaz à effet de serre sur les logements, de les diviser par 2, voire 2,5 en fonction des bâtiments, sachant que déjà à ce jour, nous sommes raccordés au réseau de chaleur de Châteaubriand. Donc, je ne vais pas revenir sur le détail des travaux, mais en tout cas, en termes de qualité énergétique, nous prévoyons notamment tout ce qui est lié à l'isolation thermique par l'extérieur et donc aussi un certain nombre d'isolation des toitures. Et par ailleurs, nous en profitons pour améliorer bien sûr les logements, le cadre de vie et la création de balcons, notamment puisque les usages ont aussi été modifiés ces derniers temps et en particulier par le Covid où avoir un extérieur chez soi et notamment pour les personnes en difficulté économique aussi, donc c'est essentiel.
surtout quand on est au dernier étage sans ascenseur. Voilà, donc en fait, vous pouvez voir, on va aussi complètement reconfigurer le quartier avec différents styles, mais je vais pas aller plus loin. Ce qui est important à retenir finalement, c'est que ce projet, donc je vous disais, qui porte sur 400 logements, va faire l'objet de la déconstruction d'une partie des logements, 64, et pour justement libérer de l'espace et pour un mieux vivre. Seulement, c'est un projet qui pourrait être qualifié d'ANRU, mais qui n'a pas été intégré dans l'ANRU et qui ne bénéficie donc pas des financements qui vont avec. Et forcément, avec ici, pour les travaux de réhabilitation lourde, c'est à peu près 76 000 € au logement. Il faut compter, plus les coûts de démolition avec des amiantages, enfin, vous connaissez tout cela aussi bien que moi. Nous atteignons en fait pour ces 400 logements une enveloppe de 23 millions d'euros d'investissement. Ce qui est vraiment très considérable forcément. Et donc sur cette réhabilitation lourde dont le prix de revient, lui, s'élève à 17 millions d'euros, donc hors démolition. Nous bénéficions donc, nous avons monté, comme l'expliquait Claire-Anne, une ingénierie financière spécifique avec la Caisse des dépôts sur donc des éco-prêts, puisque les éco-prêts, dès lors qu'il y a en fait des gains énergétiques substantiels, permettent de bénéficier d'un taux d'intérêt bonifié. Donc, nous avons eu 16% du prix de revient en éco-prêt. Nous avons aussi bénéficié d'un prêt spécifique qui s'appelle le PHBB. En fait, c'est un prêt qui permet de ne rembourser le capital et les intérêts qu'au bout de 20 ans. Donc, ça diffère le remboursement de l'emprunt de 20 ans et pour rembourser sur les 10 dernières années. Et puis, d'un prêt classique à taux fixe qui est à 2,83. À l'époque, c'était un taux qui n'était pas très satisfaisant, mais aujourd'hui, ça l'est. Voilà, et donc en complément, nous avons donc bénéficié nous allons, dans le cadre du nouveau programme 2021-2027, bénéficier du FEDER à hauteur de 500 000 €. 500 000 €, pourquoi? Parce que c'est plafonné, il y a de nombreux logements, donc en gros, c'est 6 000 € au logement. Et si nous avions appliqué les 6 000 € sur l'ensemble des logements éligibles, cette subvention aurait été du niveau d'1,3 million. Donc, finalement, ce que l'on voit, c'est que heureusement, il y a des subventions qui nous sont aussi allouées par la communauté de communes qui accompagnait le projet à hauteur de 480 000 €. 3% du prix de revient et surtout nous avons la chance étant donc bailleur rattaché au département s'agissant de notre collectivité de rattachement, nous avons une subvention spécifique dans le cadre de notre convention de partenariat, je vais y arriver, qui représente 16% du prix de revient. Finalement, notre convention de partenariat, c'est ici, dans ce projet, au titre de l'excellence énergétique que nous sommes financés, sachant que le département nous finance par ailleurs, notamment pour toutes les problématiques de requalification des centres-bourgs, en accompagnement de la zéro artificialisation nette, j'ai réussi à le dire. Donc, voilà, ce coup de pouce est vraiment très important. Et donc n'est pas octroyé à tous les bailleurs, puisque, je vous le disais, il nous est réservé. Tout ça pour dire que l'ingénierie a été assez poussée. On voit que sur ces opérations-là, pour des patrimoines anciens comme celui-ci, où les loyers des locataires sont bas, puisque, tant mieux, c'est tout notre objet social. Un type 3, en janvier 2023, après l'augmentation de 3,5 de début d'année, représente 320 € de loyer par mois. Néanmoins, financièrement, cela ne nous permet pas de boucler cette opération, puisque au terme des 30 ans du remboursement de ces prêts, nous allons constater que nous n'allons pas récupérer nos fonds propres à hauteur de 6 millions d'euros. Donc, autant dire que ce ne sont pas des opérations qui peuvent être dupliquées sur l'ensemble de notre patrimoine, même si... et je me permets de partager mes inquiétudes à ce niveau-là. Habitat 44 et je pense de nombreux bailleurs sociaux ont à cœur de travailler sur les objectifs de décarbonation et sur tous les enjeux climatiques qui sont devant nous.
Effectivement, quand l'on voit les coûts, et puis avec le contexte économique actuel où comment dire, le coût de construction est en train d'exploser, nous avons constaté une augmentation des prix de plus 30%. Je pense que les communes, les collectivités le savent très bien aussi, avec en parallèle un effet de ciseau avec le choc des taux d'intérêt d'emprunt. Et puis, dans un moment où nos locataires ont plus que besoin qu'ils réduisent leur consommation énergétique puisque leur facture explose évidemment, nous, on observe vraiment très clairement depuis 2022 une paupérisation de nos locataires avec la flambée des impayés. C'est vraiment un vrai sujet. Donc, autant dire que voilà, nous, les enjeux des années à venir, ils sont clairement identifiés sur le patrimoine existant et neuf. C'est effectivement de travailler à la lutte contre le réchauffement climatique et particulièrement donc, sur nos logements. Mais disons que les financements sont aujourd'hui insuffisants pour finalement réaliser des opérations dites d'excellence énergétique chez nous. Et notamment pour ne citer que le FEDER, donc sauf erreur de ma part, ce que nous avions compris du prochain programme 2021-2027, c'est que par exemple pour Habitat 44, il y aurait donc cette opération de renouvellement urbain à Châteaubriand, ainsi qu'une autre à Guérande qui entre dans le dispositif Énergie Sprong égale 0 qu'évoquait Claire-Anne tout à l'heure, donc un autre programme qui prévoit finalement que l'on produise autant d'énergie que l'on en consomme. Donc seules ces deux opérations pourraient être éligibles sur la période FEDER 21-27, alors que les besoins sont bien supérieurs. Donc voilà, c'est une grande inquiétude sur le modèle économique global du logement social qui actuellement nous préoccupe, et avec donc des enjeux bien sûr qui sont très significatifs. Donc voilà, je me permettais au passage vous faire part de ces remarques. Merci Sandrine Join, merci Claire-Anne Lecourt. On ne peut pas tout dire en une demi-heure, hein, donc je retiens pour ma part l'importance des enjeux, mais je pense que tout le monde en est convaincu. Les subtilités et les difficultés de l'ingénierie financière, là, effectivement, je vous laisse dérouler, je dirais des choses que vous connaissez bien. Et puis, un grand classique qui est que les financements ne sont jamais suffisants. Mais dans ce grand classique, peut-être un retour ou une passerelle avec nos interlocuteurs du Conseil régional pour essayer un petit peu tout de même d'avoir une note de prospective sur tout ce volet-là qui a été déroulé, notamment de soutien à l'habitat social et des rénovations énergétiques. Ceci a été expliqué par Aloïs tout à l'heure, mais par rapport notamment à votre dernière intervention, Sandrine Join, est-ce qu'il y a des motifs, je dirais, d'inquiétude sur les enveloppes financières ou de limites, certainement, mais qu'est-ce que vous pouvez répondre du côté du Conseil régional éventuellement pour que nos participants comprennent bien ce qui sera possible dans cette thématique d'énergie et de logement social. Si l'un ou l'autre du Conseil régional veut reprendre la parole, sinon je laisse la parole aux participants. Peut-être un petit retour côté FEDER, effectivement, par rapport aux enjeux sur le logement social. Donc effectivement, je peux comprendre que les financements soient perçus comme pas forcément toujours suffisants par rapport aux besoins. Il faut quand même souligner que le FEDER a quand même contribué assez fortement sur le programme actuel, donc à la rénovation des logements sociaux. L'enveloppe a été tout à fait consommée à un niveau élevé. Et sur le prochain programme, en fait, on a plutôt une enveloppe qui a été confortée au niveau des élus de la région. Donc, il y a vraiment une mobilisation qui continue sur cette enveloppe. Après, effectivement, je suis conscient que le FEDER ne répond pas à tous les besoins. Il y a aussi eu des arbitrages pour pouvoir toucher différents types d'acteurs au niveau de l'enveloppe globale de la rénovation énergétique. Donc effectivement, là, l'enveloppe fera l'objet d'une régulation avec l'USH et les bailleurs sociaux. Mais en tout cas, voilà, on ne sera pas sur une enveloppe en diminution par rapport à la période précédente. Et effectivement, comme a pu le dire tout à l'heure Pierre Abine aussi sur le FEDER, on
aura une révision à mi-parcours, hein, donc en fonction des possibilités, on pourra aussi tenir compte des besoins. Mais effectivement, le FEDER ne sera pas le vecteur pour tous vos besoins. Hein. Ça, c'est certain qu'avec 300 millions d'euros, une enveloppe qui est équivalente et de nouvelles thématiques, forcément, il y a des arbitrages financiers qui seront un petit peu plus délicats, mais clairement pas de remise en cause du soutien au logement social. Puis Aloïs, peut-être préciser que ça reste quand même à l'intérieur de l'objectif politique 2, notre plus grosse enveloppe. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, je pense que c'était clairement une des priorités. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est un enjeu important qui se limite pas au logement social. Hein, et il y avait d'autres secteurs où il y a aussi des besoins. Hein. La région a souhaité aussi pouvoir intervenir sur des bâtiments universitaires, ce qui est une nouveauté. Donc voilà, donc on a essayé de répartir les choses au mieux compte tenu des priorités politiques. Et puis peut-être en complément, on essaye aussi de se saisir de toutes les opportunités malgré tout. Donc là, Sophie pourrait le préciser, hein, mais dans les négociations avec la Commission sur le Fonds pour une transition juste, on a réussi à obtenir notamment des interventions dans ce domaine-là, et uniquement dans ce domaine-là du logement social. Voilà, donc pour l'ensemble du territoire. Donc non, on a bien conscience que c'est un enjeu. Après, c'est comme tout, hein, de toute façon, si on fait la somme de tous les besoins, je rejoins ce qu'a dit Aloïs, hein, on arrive largement à plus que 300 millions. Alors, juste voilà. pour peut-être me contredire, c'est pas le cas, mais à l'époque, nous, c'était, je crois, il y a un an, nous avions eu l'information que sur les Pays de la Loire, au titre de la rénovation énergétique des bailleurs sociaux hors Energy Strong, il restait 4 millions d'euros à répartir sur tous les bailleurs sur 21-27. C'est en cela que je disais que c'était peu significatif. C'est peut-être mieux avec des chiffres, mais voilà. S'il y a une clause de revoyure, avec plaisir. Et puis il y a une nouveauté, c'est sur la partie du territoire de Cordemais qui est quand même sur le Fonds pour une transition juste, qui était voilà, une enveloppe que la région est quand même, a dû quand même beaucoup négocier et beaucoup se mobiliser pour aller l'obtenir, puisque comme ça a été dit par Sophie, au départ, on n'était même pas dans le scope. Bon, merci Pierre-Aloïs. Je glisse un peu sur le temps, donc moi je ne suis pas très loin de la fin. Et je ne voudrais pas oublier, je dirais, ce qu'on a appris au début, hein, c'est-à-dire que le webinaire de cet après-midi n'était pas sur le logement social, il est sur le logement social comme un exemple de financement à travers différents outils et instruments. Mais donc, on garde en tête évidemment le pacte vert européen dans toutes ces thématiques. Mais peut-être il y a l'une ou l'autre souhait de complément d'intervention de la part de la Banque des territoires et ou des participants. En fait, parce que j'ai dû un peu raccourcir mon propos, mais je pense que ce qui est intéressant dans cette table ronde, c'est de montrer qu'en fait, on doit mobiliser les leviers que chacun peut activer et que justement dans une construction collective, on arrive à trouver des solutions quand il y a un bon projet. En fait, on arrive à... il y a des bonnes fées pour se pencher autour des projets. Donc, nous, on n'a pas la main sur tous les dispositifs, comme je vous l'ai expliqué. Nous, on est sur nos ressources avec leur propre process d'engagement, etc. Mais c'est vrai qu'on est en interaction avec les collectivités, avec la région, etc. Et donc, ça nous arrive aussi, quand on a un porteur de projet, de le renvoyer sur les équipes, donc de s'identifier, c'est important pour avoir des circuits courts, ne pas que les gens ne se perdent pas dans la méandre de nos structures, mais avec tout ça, on arrive quand même à trouver des financements et donc c'est important de partager l'information, de partager ces moments d'échange, d'identifier les personnes qui s'en occupent et donc pour ça, je voulais vous remercier de cette initiative et donc, avec les bailleurs, on continuera à nous travailler et nos actions de lobby propres aussi au niveau européen pour avoir des outils et des instruments au niveau national qui réatterrissent sur le territoire français. Et donc, ça, c'est plutôt la charge de l'équipe de Mathieu. Et sur les projets auprès des collectivités locales, c'est pareil. On continue de porter... notre soutien pour que les territoires et l'ingénierie, les compétences puissent émerger à ces politiques européennes qui sont quand même très volontaristes et très orientées vers la transition écologique, ce que l'on souhaite faire nous aussi dans nos modestes interventions locales.
Bon, merci. Vous allez me faciliter la conclusion. Olivier, Oui. moi j'avais peut-être je suis désolé, un dernier quand même malgré tout message à faire passer parce que je me rends compte que bien évidemment il y a beaucoup de jours d'informations. On a essayé d'être le plus pédagogique possible. Encore une fois, je pense que rien ne remplace une discussion interactive. Je reconnais. Oui, mais juste insister sur le fait que quand même la région s'est beaucoup engagée sur le nouveau FEDER, le FTJ, tous ces nouveaux fonds sur la simplification. C'est pas uniquement, je dirais, un mot valise, hein, c'est vraiment, on a cherché à conduire un changement assez important sur la gestion des dossiers. Alors, on a une approche très globale de la simplification, donc on se saisit de tous les leviers, mais en particulier, on est en train quand même de changer un petit peu de modèle de financement, puisqu'on va s'orienter de plus en plus vers des forfaits et non plus du sur-mesure. Voilà, donc si notre pari, c'est que si les gens veulent des choses simples, on ne peut plus faire dans le sur-mesure. On doit forcément faire par des forfaits. Donc on paiera plus simplement, plus rapidement, peut-être plus sur mesure. Mais on a vraiment mis en place ces standards, enfin ces barèmes forfaitaires sur tout un tas de sujets, notamment sur la rénovation énergétique des logements sociaux. D'ailleurs, je sais que ça a déjà parfois été cité comme un exemple parce qu'on était la première région à l'avoir mis en place et je pense qu'on fait partie des régions vraiment pilotes sur ces sujets-là. Je salue le travail de toutes les équipes là-dessus, notamment de Sophie Bréhin et des équipes d'Aloïs, mais on a vraiment fait des choses intéressantes et c'est important pour moi de pouvoir le dire parce que pour moi, c'est une vraie conduite du changement. Il faut qu'on l'explique, on l'a déjà fait, on continuera à le faire, on sera là pour accompagner les porteurs. Mais le pari qu'on fait, c'est qu'avec ça, ça sera quand même beaucoup, beaucoup plus simple de mobiliser les fonds européens. Et il faut que chacun, je pense, adhère à ça. Si on veut des choses simples, il faut accepter malgré tout de passer par ces forfaits. Voilà. Bon, merci pour ce message. Et puis merci au directeur aussi de prendre le temps cet après-midi parce que tu es sans doute parmi une série de gens très, très occupés, un des plus occupés. Écoutez, moi, je vais aller plutôt vers la fin parce que j'ai déjà glissé en dehors de l'horaire qui était convenu, en remerciant l'ensemble des participants, en remerciant l'ensemble des intervenantes et des intervenants. Dire aussi que la Maison de l'Europe se tient à la disposition de chacun d'entre vous, qu'elle se réjouit de l'opération qui a été conduite aujourd'hui avec Banque des Territoires et Conseil régional. Nous aurons une exposition sur Interreg. Le vernissage a lieu le 5 avril. Et nous aurons un focus sur Interreg, qui est aussi un volet qui nous intéresse bien et qui nous relie au Conseil régional. Vous savez que les différentes maisons de l'Europe, et en particulier celle de Nantes, s'efforcent d'être actifs en direction des territoires au titre des actions scolaires, au titre du soutien de l'organisation d'événements. On ne se substituera en aucune manière aux institutionnels, ni au conseil régional, ni au conseil départemental. On n'a pas non plus la même force de frappe, on n'est pas une banque, donc on peut servir d'interlocuteur ou de relais. On veillera à organiser d'autres événements en lien, et Philippe Mindon est là aussi pour le confirmer, avec les différentes associations d'élus locaux. Et je remercie à nouveau notamment les associations de maires qui nous ont bien aidé à trouver des publics que nous ne connaissons pas forcément et que nous n'avions pas forcément identifiés au titre de la Maison de l'Europe. Et donc, naturellement, on est à votre écoute en termes de suggestions et de propositions pour les mois qui viennent, sans oublier des choses plus généralistes qu'on aime bien faire, comme la fête de l'Europe qui va bientôt arriver au mois de mai. Et peut-être celle qui a fait l'ouverture veut faire la fermeture. Si Karine, tu veux dire un dernier mot, c'est le moment. Non, tu as tout dit. Je réinsiste sur l'invitation au vernissage de l'exposition sur Interreg qui aura lieu le 5 avril à 18 h, donc en partenariat évidemment avec la région. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes bienvenus. Et puis, encore une fois, encourager les uns et les autres à déposer des projets européens. On a fait aujourd'hui un panorama, mais il existe d'autres dispositifs et on se met en route pour les expliciter le plus clairement possible.
Et il ne faut pas hésiter, quand on a un projet, à trouver des interlocuteurs qui nous aident à rentrer dans le bon dispositif sans s'effrayer avec la multitude des dispositifs qui existent, parce que c'est souvent, je sais, le frein qui existe en ce domaine. Et on voit qu'avec les services de l'État, avec les services de la région, avec les différents interlocuteurs, on a des ressources qui nous permettent aussi de nous aiguiller. Et moi, je remercie les uns et les autres d'être toujours disponibles pour cela, pour les acteurs des différents territoires. Merci Olivier, merci aux équipes de la Maison de l'Europe. Et puis, la prochaine réunion, effectivement, sera sur probablement plus les aspects de coopération avec les dispositifs Interreg. Et cette réunion aura lieu soit en juin, soit en septembre, mais on reviendra vers vous rapidement pour vous donner une date et des perspectives. Et on espère qu'on aura l'occasion de se retrouver à cette occasion à la Maison de l'Europe. Merci à tous. Bon, merci beaucoup. Et puis, on espère se revoir en présentiel pour vous offrir un verre, ce qui est quand même pas très facile devant un écran. Merci. Bon, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.